Madame Elisabeth Mercier, Bonjour. Bienvenue à mon podcast. Merci beaucoup. Je suis professeure au département de sociologie à l'Université Laval et je suis spécialisée dans les questions de genre et de sexualité. Le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est cet ouvrage-là que tu as écrit, Shaming. Ouais. Je trouve que c'est le podcast parfait pour venir en parler. Vraiment. J'avais déjà beaucoup de slut-shaming en ligne avant de commencer ce podcast-là. Ça s'est décuplé d'une façon incroyable depuis que je l'ai. Ah ouais, T'sais, je me demandais. juste le classique de la salope du village. Oui. Là. On vient d'une quand même relativement petite ville. Là. On savait tout c'était qui la salope du village. Là. Ça, c'est pas évident d'enseigner la sexualité aux jeunes. Ouais. Toutes sortes de raisons. Ouais. Parce que ça niaise, puis ils sont mal à l'aise. Ça crée toutes sortes de malaise puis d'inconfort chez les élèves. Chez les enseignants aussi, qui sont pas toujours formés pour ça. Aujourd'hui, en 2025, j'en reviens à ça, mais j'en reviens pas qu'on se dise que c'est normal, ce genre d'affaires-là. Puis je pense que c'est encore pire aujourd'hui, puis je viens de réaliser pendant qu'on parle, parce que là, on passe à quelque chose qui m'intéresse énormément. Les hosties masculinistes. OK. Ah, attends, elle va m'asseoir, là. Tes préférés. Ah! Bonjour et bienvenue à Filles de joie, le premier podcast au Québec. Aujourd'hui, ma fille de joie invitée! Lady Frenchie! Lady Frencheuse est de retour pour la première fois dans la deuxième saison. T'es la fille de joie original. Le monde dans l'ordre qui ont eu les épisodes, ils savent pas, parce que c'était pas la première qui a apparu, mais dans les tournages, t'es la première que j'ai eue. C'est moi qui Les t'ai premiers, géré ouais. ton premier stress Ouais. de podcast. C'est toi qui m'as aidé à poser les petites plantes qui étaient donc bien laides dans mon premier décor. Ça aurait été encore plus laid sans toi. Merci. Ça, c'est sûr. Fait que tu reviens pour la saison 2, fraîchement, de l'Abitibi. Arrivé fraîchement ce matin en autobus. En autobus, c'est bon, t'as pas fait ta joke d'orignal, c'est vrai? Non, Elle l'avait fait c'est là-dessus vrai. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Madame Elisabeth Mercier, qui est professeure en sociologie, entre autres, et études féministes, si je ne m'abuse. Elle va se présenter mieux que je vais la présenter dans le début de l'épisode, mais pourquoi je la voulais? C'est sous recommandation de vous, les auditeurs, qui m'ont dit qu'il fallait que je l'aille, puis vous aviez tellement raison, parce qu'elle a écrit l'année passée un livre qui s'appelle Shaming, que j'ai dans les mains en ce moment. Donc, on va parler du phénomène du shaming sous tous ses aspects. On pense connaître ce phénomène-là du shaming, mais on le connaît pas. On se rend compte qu'on le connaît pas. C'est vraiment plus profond et vraiment plus léger en même temps que ce qu'on pensait avant de lire le livre. On se l'est tapé, tous les deux. Bravo, je veux juste dire bravo, On a Lady. réussi. Ben on a réussi. C'était pas Mais non, tout fallait. mais c'était vraiment le fun à lire. Mais c'était le fun. Pour vrai, j'en ai appris plein d'affaires. On parle de mon métier, on parle de ta communauté. Ouais. Mais on parle aussi de à quel point que c'est intériorisé en nous, le shaming. Puis on déconstruit tout ça. On trouve des pistes de solutions vers la fin. Un épisode très, très, très intéressant. Un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. C'est un épisode académique. C'est pour ça qu'on s'est tapé le livre comme du monde, là, pour être sûr qu'elle se rende pas compte qu'on n'a pas fait nos devoirs. Là. On n'a pas fait de résumé sur ChatGPT. On l'a lu comme à l'ancienne. Là. On voulait être préparés. On était préparés. On avait des super bonnes questions. Tu avais des super bonnes questions. C'était un super bel épisode que j'ai hâte que vous découvriez. Ce podcast est une présentation de Eros et compagnie. Si vous voulez faire vos achats avec Eros et compagnie, vous allez dans la description de l'épisode, vous cliquez sur le lien et ça ajoute directement 15 % de rabais à votre commande. Ou si vous avez déjà fait la commande, vous tapez Sonia 15. Avant, c'était Fille de joie 15, tu te souviens? Maintenant, Avec un S, ça, mais là, c'est c'est ça. Le S mêlait le monde. Fait qu'on a décidé d'enlever ça. C'est Sonia 15. Utilisez le code pour faire vos petits achats. On s'en va à l'épisode, la gang. Bye bye! Si t'aimes Filles de joie, t'as encore rien vu. Parce que sur Patreon, t'as accès à plein d'exclusivités. T'as accès aux épisodes d'avance en primeur, des semaines, des fois des mois d'avance. T'as accès à des after-shows avec les invités qui dérapent solide. T'as accès à des épisodes exclusifs qui sortiront jamais nulle part parce que c'est vraiment trop wild pour YouTube. T'as accès aussi à des rabais sur la merch Filles de joie. T'as accès à des rabais sur les shows live quand il y en a. Et avec certains échelons sur le Patreon aussi, t'as l'accès gratuit à mon livre si ça te tente. Au Québec, la majorité des podcasts ne pourraient pas survivre sans Patreon. Donc, on vous remercie énormément de vous inscrire à nos Patreons. C'est ça
qui fait vivre le show. Venez rejoindre la gang, soyez parmi nous. On a tellement de fun là-dessus. C'est là qu'on a notre safe space à nous, l'endroit où on se permet tout, sans censure, sans algorithme, sans publicité, juste du vrai. Fait que je sais pas ce que tu fais, tu niaises. Si t'es pas encore sur Patreon, c'est là que ça se passe le fun. Clique sur le lien et viens faire partie de la gang, puis découvre Filles de joie comme jamais. Madame Elisabeth Mercier, Bonjour. Bienvenue à mon podcast. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente de faire ta connaissance. On va se tutoyer aujourd'hui, on a mis ça au clair. Parfait, oui. Mais on a de la misère, ça se peut qu'on switch du On tutoiement switchera au vouvoiement, il n'y a pas de problème. parce que tu instigues un genre de respect qu'on veut tout le temps y aller vers le vouvoiement. L'école nous a appris aussi de vouvoyer nos professeurs. C'est sûr. Donc, est-ce que tu voudrais te présenter pour les gens qui ne savent pas t'es qui? Donc, je suis Elisabeth Mercier et je suis professeure au département de sociologie à l'Université Laval et je suis spécialisée dans les questions de genre et de sexualité. Oui, le sujet qu'on parle aujourd'hui, c'est cet ouvrage-là que tu as écrit. Tu l'as écrit quand? On dirait que je l'ai-tu écrit, ça? En fait, c'est sorti en 2024. C'est ça fait vraiment pas longtemps, Non, là. ça fait Slut un an. shaming. Ouais. Que je trouve que c'est le podcast parfait pour venir en parler. Vraiment, c'est Oui. ce que je me disais quand vous m'avez fait l'invitation. Je me disais, c'est vraiment l'endroit idéal pour venir parler de ce livre-là. Oui, il y a eu beaucoup de demandes pour toi sur mon show parce que je pense que le monde voyait justement la corrélation avec le show parce que c'est un peu ce qu'on essaie de défaire, tu sais, les préjugés du slut shaming, tu sais. Je pousse ma slut un plus loin. Je la caricature un petit peu justement pour qu'on arrête de juger ça dans la vie de tous les jours. Donc, c'est hyper pertinent d'entendre parler du slut shaming. Je pense qu'on en a entendu très, très peu parler avant que cet ouvrage-là sorte. Comme tu expliquais, on dirait que des sujets adjacents ont beaucoup été étudiés, mais le sujet spécifique du slut shaming n'a pas vraiment été étudié, d'après ce que j'ai compris dans tes recherches. Je me demandais, le slut shaming, concrètement, là, dans la vie quotidienne, comment ça se manifeste, finalement? Bien, en fait, c'était une des premières questions que je me suis posée avant de commencer la recherche qui a mené à ce livre-là, c'est-à-dire, c'est quoi au juste le slut shaming? C'est fait de quoi? Oui. Parce que, comme tu le disais, c'est méconnu. Il y a très peu de recherches. Il y en a qui existent sur ce sujet-là, mais il y en a très peu, particulièrement dans le monde francophone ou en dehors, on va dire, de la recherche anglo-saxonne, anglophone. Mais surtout, c'est que quand on regarde les définitions, généralement, ce qu'on va se dire, c'est différentes pratiques d'humiliation d'une personne sur la base de sa sexualité, qu'elle soit réelle ou présumée. Hein. Ça OK. peut être une sexualité perçue, mais généralement qui va être perçue comme excessive. Too much. Mais je me disais, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, puis ça nous dit pas, ça nous indique pas de quoi c'est fait exactement le slut shaming. Puis l'autre constat, c'est que c'est effectivement un phénomène qui est diffus, qui peut se manifester de toutes sortes de manières, mais particulièrement dans la vie quotidienne. Ouais. Et souvent, qui va se manifester, qui fait tellement partie de nos vies quotidiennes qu'on le voit presque plus, justement, et qu'on le reconnaît pas comme étant éventuellement une forme de violence, on pourrait dire, ou en tout cas des préjugés qui viennent interférer sur nos comportements et même qui peuvent induire une honte chez un grand nombre de femmes. Je dis femmes, je vais surtout parler de femmes parce qu'on sait que c'est surtout elles qui sont, puis on pourrait y revenir, mais qui sont impactées par ça, mais ce ne sont pas les seules. Mais donc, c'est ça. Et ces différentes manifestations-là, c'est justement ce que j'ai voulu creuser, ce que j'ai voulu rechercher en écrivant ce livre-là, donc en faisant la recherche avant. Et ce qu'on voit, c'est que ça peut prendre vraiment toutes sortes de formes. Donc, ça peut être vraiment des insultes, par exemple. Salope, pute, bon, il y en a plein en français et il y en existe dans toutes les langues, d'ailleurs, pas qu'en français, évidemment. Ensuite, ça peut être les moqueries, les rumeurs, surtout à l'adolescence, encore aujourd'hui. Donc ça, les rumeurs, c'est fascinant de voir que d'une génération à l'autre, on a non seulement cette idée-là d'une rumeur sexuelle qu'on va lancer sur une fille qui reviennent d'une génération à l'autre, mais c'est le même type de rumeur qui se raconte d'une génération à l'autre. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Et ça peut prendre après ça aussi des formes beaucoup plus insidieuses, intériorisées. Donc, par exemple, une fille qui va se préparer avant de sortir, puis va se dire « Ah, ben, tu sais, j'ai-tu l'air? De quoi j'ai l'air? » Puis qui va peut-être éventuellement même changer la façon de s'habiller, sa façon de s'habiller, pour pas avoir l'air d'une pute ou d'une... Bon, tout ce genre de termes-là, que même si on est consciemment ou politiquement, on est contre ce genre de stigmatisation-là de la sexualité, à quelque part, beaucoup de femmes, en particulier, encore une fois, vont l'intégrer.
et vont l'intérioriser, justement, et donc vont se juger elles-mêmes ou vont agir elles-mêmes sur leur propre comportement de peur d'être jugées. Et ça peut se faire dans l'intimité d'une relation sexuelle. Bref, ça prend plein de formes différentes et surtout à plein de moments de notre quotidien. Toutes les femmes, moi, que j'ai interrogées pour ce livre-là, ont au moins une fois dans leur vie ressenti une forme de honte en lien avec leur sexualité. Oui, oui. C'est fascinant aussi. J'ai appris l'étymologie de certains termes, dont mon terme préféré, pute, dans ce livre-là. J'étais choquée de savoir d'où ça venait, l'origine de ce mot-là. Ça vient, en gros, pour faire ça simple, de putréfaction, là. C'est ça que j'ai compris. Puis après ça, il y a slot qui est comme un anagramme de lost. Tu sais, on dirait qu'on s'était pas... Je m'étais pas dit ça avant. Il y avait... C'était-tu prostituée qui était... ces cartons là-bas, là, c'était tellement bon. Je suis sûre que je l'ai marqué. Bien, prostituée, en fait, une partie de la définition, c'est vraiment ce qui est montré, ce qui est mis devant les yeux. Parce que tous ces termes-là, mais peut-être pas slot, là, on pourrait y revenir, mais prostituée puis pute, au départ, vont vraiment être utilisés pour parler surtout de ce qu'on va appeler la prostitution de rue. Oui. Donc, celle qui était visible, qui était celle qui dérangeait le plus. Ouais. Encore aujourd'hui, je pense qu'on pourrait dire que c'est celle qui dérange le plus, qui fait l'objet du plus grand nombre, on va dire, de préjugés, des préjugés les plus tenaces. Et donc, c'était vraiment à l'époque 18e, 19e siècle, ce qu'on va appeler l'époque victorienne, l'époque de l'urbanisation. Donc, les villes vont commencer à s'agrandir, à se peupler. Et dans les quartiers, disons, plus pauvres, on a des problèmes de salubrité, d'épidémie. Donc, ça cause toutes sortes de maladies, des virus qui se propagent, etc. Et donc, dans ces quartiers-là, on va avoir des formes de prostitution de rue, donc, qui vont être vues comme étant en elles-mêmes contaminantes, des sources de contamination, risque de maladies vénériennes. Donc, c'est toujours la faute des filles. Hein. C'était pas les hommes avec qui couchaient. C'est pas le gars qui l'amène d'une fille à l'autre. Le marin, mettons, ou qui avait voyagé, etc. Et ce qu'on voit, donc ça, par exemple, Judith Valkowitz, là, qui est une historienne de la prostitution, qui a écrit vraiment un livre incroyable sur la prostitution à l'époque dans la société victorienne, montre comment la prostitution elle-même, puis là, je dis prostitution parce qu'on parlait vraiment de prostituée à l'époque, là, on parlait pas encore de travail du sexe, mais comment c'était vraiment hiérarchisé. Et donc, les courtisanes, mettons, ou les filles de joie, justement, c'était pas exactement, faisaient pas l'objet des mêmes préjugés, notamment parce qu'elles exerçaient pas sur la rue. Dehors, dans les villes, qui étaient vues comme dangereuses, comme des sources, des lieux, justement, de contamination physique, physiologique. On peut attraper des virus, mettons. Il y avait des épidémies, mais aussi morales. Il y avait du vice, n'est-ce pas, qui pouvait aussi contaminer les personnes. Leur morale. La morale des personnes qui appartenaient aux classes bourgeoises, qui, elles, donc, étaient vues comme plus vertueuses, notamment les femmes, parce qu'elles restaient dans le confort de leur foyer, puis elles n'allaient pas frayer avec les gens des classes défavorisées dans ces quartiers qui étaient vus comme malfamés. Donc, prostituée va vraiment naître comme ça, dans ces conditions-là, j'aurais envie de dire, et va désigner surtout cette portion visible-là du travail du sexe, donc la prostitution de rue, qui était vue comme dangereuse, comme quelque chose qui devait être contrôlé, tandis qu'on tolérait jusqu'à un certain point davantage d'autres formes d'échange de services sexuels qui se faisaient plus à l'intérieur puis au sein des classes plus aisées. Il y avait un classisme incroyable là-dedans. Exactement. Puis ça existe encore aujourd'hui. Oui, cette hiérarchisation-là, elle est reproduite. Hierarchy, qu'on appelle la hiérarchie des putes. Je sais que vous l'avez mentionné aussi dans le livre. Tu veux, je suis revenue au vouvoiement. Je suis pas capable. Je suis pas capable. On va passer du dessus. Oh oui, 100%. Mais oui, c'est mentionné. Je trouvais ça vraiment cool qu'il y ait des clins d'œil à mon travail, beaucoup dans le livre. T'sais, on dirait que on dirait qu'on ne peut pas parler de slut-shaming sans parler de putophobie, d'une façon. C'est démontré dans le livre, justement. Ben oui, moi, en tout cas, j'adhère vraiment. Je ne suis pas la seule à faire ce constat-là. Mais pour moi, c'est une évidence, effectivement, que tant et aussi longtemps que la putophobie va exister, que la stigmatisation des vraies putes, entre guillemets, va exister. Mais je me permets de le dire parce que je sais que tu te réclames de ce terme-là. On est sur un peu de casse. Ce mot-là est très accepté sur ce podcast-là. Mais tant que c'est ça, on va stigmatiser
les femmes qui exercent des métiers dans l'industrie du sexe, ben, on ne pourra pas véritablement lutter contre le slut-shaming. Pour moi, ça, c'est vraiment aussi une évidence. Donc, on ne pourra pas arrêter d'utiliser un terme comme pute, par exemple, comme étant une insulte, comme étant un terme péjoratif, tant et aussi longtemps où on va continuer de stigmatiser puis de vraiment mettre à la marge les femmes qui sont dans l'industrie du sexe. C'est ça. J'avais déjà beaucoup de slut-shaming en ligne avant de commencer ce podcast-là. Ça s'est décuplé d'une façon incroyable depuis que je l'ai. Ah oui, je me demandais, c'est ça. On dirait qu'on accepte plus une fille qui pose des photos en petite lingerie qu'une femme qui est heureuse et qui donne ses opinions par rapport à son travail. Ça fâche le monde. Le genre de commentaires que j'ai, là, c'est pour ça que je trouve ça tellement pertinent de t'avoir aujourd'hui, là, parce que c'est vraiment très présent, le slut-shaming dans ma vie. Puis ça me donne du fuel, on dirait, pour le faire encore plus. Parce qu'il y a un problème de société assez important, là. T'sais. Puis que tu es très vocal sur, par rapport au podcast que tu fais, sur les médias sociaux aussi. Puis, tu sais, t'es comme quand même une belle cible pour les gens qui sont un peu plus offusqués de ce que tu fais comme métier aussi. Puis, tu sais, je trouvais ça vraiment bon dans le livre. C'est toute la partie, tu sais, au début de la première introduction, que c'était vraiment at large. Puis tout le long du livre, c'est que t'as tellement d'idées. T'as des souvenirs, beaucoup, mettons, moi, j'avais des souvenirs de ma jeunesse de telle affaire. Oui, ça l'arrivait, tu sais, le traditionnel chandail, tu sais, le chandail pour les filles qui avaient des bretelles spaghetti ou qui étaient comme plus corpulentes comparativement à d'autres filles dans mes classes. Que, tu sais, le chandail de la honte, je pense qu'il a marqué beaucoup d'époques. Il était tout le temps laid. Oui, vraiment. Ou juste le classique de la salope du village. Là. On vient d'une quand même relativement petite ville. Là. On savait tout c'était qui la salope du village. Là. C'était moi à mon époque. J'étais pas toute seule, mais j'ai eu des expressions comme le bessic du village, là, des enfants de même, qui sont vraiment souffrants là, quand t'es jeune. Il y avait pas... aujourd'hui, j'ai une fierté par rapport à être la slot du Québec. Ça me va totalement. Mais à ce moment-là, c'était une réputation que tu voulais vraiment pas avoir. T'sais. Il y a une réappropriation aussi des termes que tu fais. Puis, exactement. C'est un peu comme dans la communauté, quand on se rapproprie des termes comme queer ou qu'il y a certaines personnes de la communauté qui vont dire fif, tapette, whatever. C'est qu'on est comme tant qu'à se faire insulter là-dessus, on va se le rapproprier, qui fasse moins mal ces termes-là. Exact. Ouais, c'est pour ça que je réutilise le mot pute. C'est exactement pour ça. Exactement. Salut mes amours! Savez-vous ce que vous faites à la Saint-Valentin cette année? Non, maintenant vous le savez, parce qu'il va y avoir un live de Filles de joie le 13 février à 19h au Grand Quai du Port, Montréal. Vous ne voulez pas manquer ça, ça va faire partie du Salon Tentation, un salon olé olé à Montréal. On va faire un live à 19h le 13 février. Pour acheter des billets, allez dans n'importe quel lien de Filles de joie, dans les descriptions d'épisodes, dans le Linktree, sur la page Instagram, je vais le mettre partout le lien, vous voulez pas manquer ça. Puis un petit hint, ça se peut que ça soit le seul live de l'année. Fait que si tu veux voir Filles de joie live, c'est cette année. Et tu veux voir le salon aussi, c'est du 13 au 15 février. Il va y avoir toutes sortes d'affaires. Allez voir leur site. Vous allez voir, c'est vraiment le salon le plus cool. Vous voulez y aller en chum de filles, vous voulez y aller tout seul, vous voulez y aller en couple. Le 13 février, on va faire un Filles de joie live et ensuite, je vais faire un meet and greet. Donc, on va se rencontrer. Je vais prendre beaucoup de temps pour vous rencontrer, prendre des selfies. Je vais avoir de la merch pour vous autres, très probablement aussi. J'ai très hâte de vous rencontrer. Et si vous pouvez pas le 13, le 14, il va y avoir de quoi avec moi encore cette journée-là. Donc, un Q&A, un meet and greet. On est encore en train de planifier tout ça, mais je vais être là le 13 et le 14. Rendez-vous à Montréal le 13 et le 14 février. On se voit dans pas long, la gang! Ouais. On l'a un peu mentionné au début, des stratégies d'évitement un peu, comme tu disais, je m'habille-tu comme ça, etc. Comment cacher son corps, mettre des vêtements amples en allant dans le métro. N'importe quelle femme de Montréal a déjà eu ça. Si je m'en vais prendre le métro seule, je vais m'assurer d'avoir un gros jacket ou quelque chose. Ça, c'est comme... On dirait qu'on a vraiment un rapport constant au regard masculin avec ça, parce qu'on veut se faire... On veut juste être libre, là. On veut que le monde nous saque patience, tu sais. On dirait que juste de vivre, on dirait que c'est un problème quand t'es une femme à Montréal, tu sais. Puis ça, je pense qu'il n'y a pas une femme qui peut pas se sentir interpellée par ça, même quand tu viens pas d'une place où il y a un métro, là, tu sais, n'importe où au Québec. Comment ça, en 2025? Là, je pars déjà, le politique.
comment ça, for fuck's sake, au Québec, en 2025, c'est encore comme ça, quand c'était comme ça au Moyen-Âge, tu sais? C'est fascinant, hein? Ouais. Moi, c'est des choses qui m'ont fascinée. Puis quand j'ai commencé à travailler là-dessus, les gens me disaient autour de moi, tu sais, j'ai peut-être commencé les recherches en 2022, disons, j'ai écrit le livre surtout en 2023, puis il est sorti en 2024. Et je le dis parce que ça a son importance. Je trouve que là, en ce moment, en 2025, on le voit plus, le backlash assez intense, là, que notamment toutes les minorités sexuelles et de genre sont en train de subir, mais les femmes, les droits des femmes aussi, tu sais, qui vraiment... qui accusent des reculs en ce moment. Oui, là, on donc, va en parler en maudit de ça. mais déjà, il y a 2 ans, disons 2-3 ans, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, j'avais des réactions un peu comme « voyons, c'est fini, ça. Les jeunes d'aujourd'hui sont super à l'aise, puis ils écoutent Sex Education, puis ils écoutent des podcasts, puis ils sont, tu sais, c'est fini, ça, là, ils sont ouverts d'esprit, il n'y en a plus de problème. » Et assez rapidement, donc, je me suis rendu compte que non. Et c'est ça qui était fascinant, c'était de voir, tu sais, vous parlez du chandail de la honte, parmi donc, mes plus jeunes répondantes, disons, elles avaient 21, 22 ans. C'est quand même assez éloigné de moi. Moi, j'ai 48 ans, là, donc on n'a pas été au secondaire à la même époque du tout. Mais elle me racontait des anecdotes. Il n'y avait peut-être pas de chandail de la honte à mon époque, parce qu'il y avait moins de codes vestimentaires, puis les looks, on était grunge, là, c'était différent. Là. C'est ça, les bretelles spaghetti, c'était moins à moi. Il n'y en avait mode. juste pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me reconnaissais dans ce qu'elle me racontait. Et après ça, si je leur citais, par exemple, des extraits d'entrevues avec certaines participantes plus âgées, elles se reconnaissaient aussi là-dedans. Et donc, c'était fascinant de voir comment, finalement, à travers les époques, à travers les contextes aussi, si tu parlais, par exemple, de la campagne, de milieux ruraux, c'est sûr qu'il y a des spécificités à ça. Tout le monde se connaît. Tu sais, j'ai au moins 2 participantes qui ont vraiment insisté là-dessus, qui venaient vraiment de milieux rural, mais très conservateur aussi. C'est pas toujours le cas des milieux ruraux, mais en l'occurrence, les deux... non, c'est pas tant église par chez nous. Ah ouais? L'église, je viens d'une famille space, là. Oui, ben c'est ça. Mais moi, j'ai grandi à Matagami, là. J'ai grandi dans le nord du Québec ça, aussi. c'est encore plus creux. Tu sais, quand tu viens d'un milieu minier, c'est très... Tu sais, les rôles sont très genrés. Les rôles c'est très genré. Les femmes, c'est des infirmières, les gars, c'est des mineurs. Oui, exact. Puis ça, ben, je pense que c'est vraiment aussi un élément super fondamental du slut-shaming, c'est que ça a à voir autant, sinon plus, avec le genre qu'avec la sexualité. Avec les rôles, c'est ça, genrés des hommes, des femmes. On est des hommes et des femmes. Pourquoi? Ben, notamment parce qu'on n'a pas le même rapport à la sexualité. Hein? On vient naturaliser les catégories de genre binaire homme-femme en naturalisant ce qui serait naturellement ou essentiellement des rapports différents à la sexualité. Donc, les filles, ben, cherchent l'amour, hein, puis la tendresse et les sentiments, tandis que les gars auraient une espèce de... forcément, toujours un désir incontrôlable. J'ai pas besoin de vous l'apprendre, vous l'avez entendu plein de fois. Donc, c'est sûr qu'il y a des milieux où ça va être plus marqué, où, disons, cette séparation-là va être plus... ça va être plus difficile de transgresser, on va dire, ces frontières-là, parce qu'on devient vite la salope du village, mettons, ou on devient vite ostracisé dans notre communauté. Les familles aussi, ce qu'elle me disait, les participantes qui venaient de milieux plus ruraux me disaient, ben c'est tout l'honneur de la famille aussi, tu sais, sa mère, mettons, qui lui disait, ben ça rejaillit sur moi, ta réputation. Donc ça, c'est des choses qu'on a peut-être moins dans des grandes villes, mais encore là, il y a même celles qui venaient de milieux plus progressistes, de Montréal, par exemple, ou de Marseille, parce que j'ai fait des entrevues aussi en France, elles avaient vécu aussi des trucs similaires. Il y avait une salope à leur école, mettons, secondaire. Il y avait tous ces archétypes-là, elles les avaient quand même côtoyés et connus. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est malgré les variations, l'intensité différente, on va dire, du slut-shaming qu'on vit, il y a quand même une constante qui est toujours là, puis c'est ces normes-là de c'est quoi être une femme et c'est quoi avoir une sexualité acceptable en tant que femme, par exemple. Il y avait quelque chose de vraiment pertinent dans le livre, c'était une définition de slut, c'est a woman with the morals of a man, une femme avec les morales d'un homme. C'est tellement parlant comme phrase, c'est un double standard assez incroyable. Hein? Et c'est très rare, on l'entend, mais c'est très rare que slut est associé à un homme. T'sais. Peut-être plus dans le milieu gay. Je sais pas si t'avais des bons points par rapport à ça, mais le double standard,
persiste tellement aujourd'hui, tu sais. C'est que, tu sais, mettons, pour mes expériences, c'est qu'on le voit, tu sais, oui, c'est acceptable de se traiter de slot puis tout ça. Dans la communauté, mettons, plus gay, ou, tu sais, mettons, quand t'es plus genre cis-passing, whatever, ou on l'utilise ça, cunt, whatever. Mais il y a quand même un double standard là-dessus aussi. Là. C'est plus facile pour un gay de coucher à droite puis à gauche, puis it's fine. Là, genre, c'est ça. genre, Ça peut même être glorifié, j'ai tes amis l'impression. ne jugeront jamais par rapport à ça. Ouais. Mais, tu sais, mettons, quand je compare avec mes amis qui sont lesbiennes, non-binaires, trans, c'est plus pognant là, aussi. Là. Puis, tu sais, on parle souvent d'émancipation puis tout ça, mais, tu sais, il y a une différence entre moi dans ma sexualité. J'en parle avec mes amis, puis qu'eux sont comme, ah, mais, tu sais, c'est cool que tu peux nous parler de ça comme ça, mais si moi, je dis ça, c'est que ça passera pas de la même façon. Là. Fait que je pense que le concept de genre aussi en a pour beaucoup là-dedans. Là. Même si je dis je suis une personne non-binaire, tu me regardes, je ressemble quand même d'un petit monsieur avec la barbe, fait que ça se passe bien. Là. Puis, tu sais, je pense du côté, mettons, plus de la communauté, c'est que si t'es plus dans les codes masculins, c'est correct aussi. Puis, tu sais, c'est un peu ça. C'est que si t'es plus femme, c'est là que ça va déranger. Tu vois, ça revient encore au double standard quand tu penses à ça. C'est incroyable. Au double standard, puis c'est ça, cette naturalisation-là du désir sexuel qui est très, très genré. Puis c'est important de dire, c'est surtout si tu passes pour vraiment homme ou cisgenre, où là, c'est comme, un homme gay, c'est normal, c'est un homme, il a envie, puis les pulsions sont acceptées. C'est ça, puis même chez les hétéros, il y a des préjugés, genre, ils sont chanceux, au moins, ils se font pas dire non. T'sais, vous avez sûrement déjà entendu tout ce genre de savoir populaire-là qu'on se répète tout le temps, puis qui participe tout le temps à reproduire l'évidence de, c'est ça, il y a une sexualité d'homme, sexualité de femme. Oui, c'est ça, on dirait que, comme tu disais, le slut-shaming vise autant les filles trop sexuelles que celles qui prennent trop de place. Encore. Celles qui prennent trop de place, qui ont trop de maquillage, qui ont trop de visibilité, tu sais. C'est pour ça que ça a dû être vraiment un défi de définir slut-shaming, parce qu'à la fin, tu te demandes qu'est-ce qu'on punit vraiment là-dedans, tu sais. Exact. Puis je trouvais ça intéressant tantôt ce que tu as dit, que tu subissais encore plus de slut-shaming depuis que tu prends la parole 100%. Et que tu animes ce podcast, etc. Puis ça m'étonne pas. Ouais. On pardonnait d'être juste des fesses. C'est ça. Ouais. Donc ça allait encore parce que à la limite, c'était je suis objet du regard du désir masculin. Donc je suis à ma place, entre guillemets. Évidemment, j'ai tendance à faire beaucoup de guillemets dans les armes. À l'audio, à rajouter les guillemets dans... Sachez que je fais des guillemets régulièrement dans tout ce que je dis. Mais oui, donc c'est ça, effectivement. Donc ça m'étonne pas du tout. Et que, effectivement, ce qu'on vient punir, c'est une expression de genre qui est vue comme transgressant. C'est ça, ces normes-là d'une bonne féminité qui se comprend en termes de respectabilité, de modestie, etc. Donc si en plus on conjugue les deux, ben là, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'on reçoive, en tout cas d'une façon ou d'une autre, des tentatives à tout le moins de slut-shaming. Oui. Il y avait un point que je cherche activement en ce moment à propos de deux... je sais plus où je l'ai mis. 2 cas spécifiques dans le début du livre qu'on parle qui fait un peu... Je suis sûre que j'avais une question là-dessus, mais je la vois plus. Il y avait un cas de sextorsion. Il y avait un cas de... Amanda Todd et Rita Person. Exactement, oui. Dans le fond, on parle de slut-shaming dans des cas comme ça, mais tu sais, il y a tellement de phénomènes plus subtils que le slut-shaming peut se traduire dans nos vies, tu sais. Mais c'est hyper important qu'on en parle de ces cas-là. Quand j'ai lu ces deux noms-là dans le livre, puis que je les ai googlés, là, puis que tu vas creux dans ce qui leur est arrivé, là, c'est absolument incroyable. C'est vraiment des bons exemples, justement, pour le phénomène. Tu sais, ça a mal fini, là, dans l'histoire. Oui, ben c'est ça. C'est vraiment c'était des jeunes filles, c'était des adolescentes qui se connaissaient pas, là, ces 2 cas séparés, mais qui sont arrivées à peu près à la même période, là, autour de 2012. Les 2, c'est au Canada, si jamais abusé. Les 2, c'est au Canada, et qui ont été vraiment... donc, suite vraiment à des agressions sexuelles qui ont été la cible de slut-shaming, mais en ligne. Là. Donc, vraiment de ce qu'on appelait, en particulier à l'époque, de cyberharcèlement. Là. Je ne sais pas si c'est encore une expression qu'on utilise souvent, mais il reste que c'est ça qui est arrivé. Et même
et c'était vraiment à l'international, là, dans le cas d'Amandata, la principale personne qui avait député ça, c'était un gars qui était, si je me souviens bien, aux Pays-Bas, mais en tout cas, tu sais, c'est vraiment, ça avait pris beaucoup, beaucoup d'ampleur. Et les deux ont fini par se suicider. Mais donc, effectivement, ces cas-là sont importants, là, dans le sens où ils devraient nous alerter sur jusqu'où ça peut aller. Mais en même temps, moi, ce que je dis dans le livre aussi, c'est qu'il ne faut pas juste se concentrer sur ces cas-là plus spectaculaires ou plus évidents de « Ah ben là, oui, ça, il faut faire quelque chose comme ça. » On est d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens. Parce que ça fait... ignorer ou hiérarchiser aussi les formes qu'on devrait penser plus comme un continuum, justement. Quand on parle de violence sexuelle en général, on essaie de le penser comme un continuum. Donc, qui peut aller vraiment d'agression physique très grave, mais aussi qui peut prendre la forme de micro-agression. Donc, il y a vraiment toutes sortes, un spectre, si vous préférez, là, ou un continuum. Mais c'est la même chose un petit peu avec tout ce qui peut relever du slut-shaming. Puis on le voyait dans les anecdotes de mes participantes. Elles avaient vraiment des vécus, des expériences, des perceptions de ça très différentes, mais toujours la même chose, cette idée-là que la sexualité, c'est quelque chose de honteux. De dégradant. Ça va ruiner ta vie potentiellement au point où tu finis par plus voir d'issue, comme dans le cas de ces deux adolescentes-là. Donc, moi, c'est ça, un de mes objectifs de ce livre-là, c'est de regarder aussi les formes plus banales, plus subtiles, souvent intériorisées, puis qui sont jusqu'à un certain point normalisées. Oui. Si on les regarde pas comme en disant ben c'est une forme de slut-shaming, on finit par se dire que c'est juste normal que si tu mets pas de chemise par-dessus ta mini-jupe, ben ça va te faire écœurer ou tu vas te faire regarder avec dédain, parce que c'est pas juste les hommes qui regardent sur la rue. De ce que disaient mes participantes, c'était aussi le regard des autres en général qui jugent la personne habillée un peu sexy, on va dire, sur la rue en disant « Ah, ben là, elle veut provoquer, etc. Elle cherche à attirer l'attention. » C'est ça, et ça aussi, c'est une composante très importante, là, je pense, du slut-shaming. Cette idée-là qu'on ne devrait pas vouloir attirer l'attention. C'est ça. Tu sais, les gars, jamais on va se dire « Oh mon Dieu, il fait sa grenache. » ou Oui, il y a des jogging. Je sais pas pourquoi j'ai dit grenache. Oui, il y a des jogging, on voit son... tu sais. Mais le fait qu'on normalise ces petites formes-là de microagression slut-shaming, ça cause des histoires absolument abominable, comme ce qui est arrivé à ces deux filles-là. Ben, exact, c'est ça. On peut le voir comme participant d'un même phénomène, parce que ces deux filles-là, avant même ces campagnes de cyberharcèlement-là en ligne, elles subissaient déjà du slut-shaming. Elles avaient sûrement déjà honte, elles étaient sûrement très mal de ce qui leur était arrivé. Oui, surtout à cet âge-là, à l'ère des Internets aussi, ça a dû tellement rendre le tout encore pire, parce que il faut pas, c'est plus du bouche à oreille, là, c'est des group chats, c'est des profils publics, c'est des commentaires, c'est des likes en dessous des commentaires qui approuvent ton message slut-shamant. Mais c'est fou. Mais effectivement, ça, la question des réseaux sociaux est intéressante aussi, parce qu'elle montre aussi toute la complexité de ça. Tu disais tout à l'heure, depuis que je fais le podcast, je reçois plus je subis plus de slut-shaming, mais en même temps, tu fais ce podcast-là aussi, qui est aussi une source d'information puis de modèles positifs et de subversion de ces normes-là pour plein d'autres personnes. Donc, c'est ce que je voyais de montrer. Exact. Puis, donc, c'est toujours ça. Je pense que les réseaux sociaux, c'est un lieu, évidemment, on le sait, de misogynie, d'homophobie, de queerphobie, de slut-shaming décomplexé, puis ça va comme pas en s'améliorant. Mais en même temps, c'est un lieu où on voit une diversité de personnes, où les gens peuvent un peu produire du contenu eux-mêmes, elles-mêmes. Donc, ça permet ça. Puis mes répondantes, surtout les plus jeunes, donc qui ont grandi avec les réseaux sociaux, c'est sûr qu'elles m'en ont parlé. Mais elles voyaient tout le temps ça comme un prolongement de ce qu'elles vivaient déjà dans leur vie. Donc, aucune m'a dit qu'elles avaient vécu du slut-shaming uniquement sur les réseaux sociaux. Tu sais, c'était comme, j'en vivais à l'école et en plus, ça se prolongeait. Je pouvais même pas avoir un break le soir en rentrant parce que j'ouvrais mon ordinateur ou mon téléphone, peu importe, puis il y avait des groupes sur moi ou il y avait des... peu importe. Puis c'est vrai que celles plus âgées m'ont toutes dit... mettons les 35 ans et plus, 40 ans et plus, m'ont tout dit qu'elles se considéraient chanceuses de ne pas avoir connu ça à la naissance. On ne fait pas être pris en photo, puis que ça circule partout, ou je sais pas quoi. Là, donc, comme c'est un peu ça qui est arrivé à un des cas, je me souviens plus c'est laquelle des deux qu'on a nommé, mais il y avait eu des photos de son agression. Fait que là... dans la tête du monde, c'était comme elle a accepté de faire un gangbang avec des gars. Exact. Puis là, c'est sûr que ça a empiré le tout parce que la photo a circulé dans sa communauté, tu sais. C'est ça. Puis ce qui a mené à, justement à sa fin, tu sais. Dans le livre, il y avait une partie que vous disiez
c'est pas les hommes qu'on se souvient dans les histoires. C'est la femme que ça y est arrivé ou pas, parce que souvent, c'est des commérages, puis c'est pas... Tu sais, il y avait des cas de personnes qui disaient « je suis encore vierge », puis genre, je me fais traiter de pute puis de fille facile. Mais c'est jamais l'homme dans l'histoire. Puis tu sais, il y a des moments, j'étais comme « ah oui, ça me fait penser à telle histoire quand j'étais plus jeune », mais je m'en souviens pas non plus là, du gars qu'il avait parti de la rumeur ou que c'était lui qui avait couché avec telle personne. Mais c'est la fille qui mangeait le lot de marde. Puis il n'y aura jamais un gars qui va se faire dire « ah, t'as envoyé ta photo de ton pénis, genre, puis là, ça s'est propagé, shame on you ». Non, exactement. Puis ça, on le voit bien, le double standard, là, justement, avec ça, là, la question, par exemple, du sexting ou de, dans les nudes qu'on s'échange, ben c'est jamais celui du gars qui est diffusé puis qui va ruiner sa vie. À en obtenir une, il est cool. C'est ça. Et souvent, pour en obtenir une, il a envoyé une photo lui-même. Mais ça, c'est comme pas grave, c'est pas dans l'histoire. C'est vraiment jamais dans l'histoire. C'est ça. Il n'y a pas de honte à ça. À la rigueur, puis c'est là le parallèle quand même qui me semble assez aussi frappant entre le slut-shaming puis l'homophobie, en particulier à l'adolescence. À la rigueur, il pourrait avoir ce genre de choses-là qui serait fait pour un gars qu'on soupçonnerait ou qu'on accuserait, je sais pas comment dire, d'être gay, par exemple. Où là, on pourrait faire circuler des rumeurs sur lui, etc. Mais c'est comme plus rare, c'est comme moins systématique et généralement, ça va être tout le temps dans ce genre de contexte-là. Ça sera pas un gars qu'on soupçonnerait d'avoir plein de relations avec plein de filles différentes là, à qui on ferait subir ce genre de traitement-là, là, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Ils ne vivent vraiment pas de la même façon. C'est non seulement qu'ils ne vivent pas de la même façon, mais c'est polarisant de la façon qu'ils vivent. C'est complètement le contraire. Il y en a un qui a une fierté par rapport à ça, l'autre qui a une honte par rapport à ça. Aujourd'hui, en 2025, j'en reviens à ça, mais j'en reviens pas. Qu'on se dise que c'est normal, ce genre d'affaires-là. Puis je pense que c'est encore pire aujourd'hui. Puis je viens de réaliser pendant qu'on parle, parce que là, on passe à quelque chose qui m'intéresse énormément. Les hosties de masculinisme. OK. Attends, vont m'asseoir, là. Tes préférés. Je viens de réaliser que tu as écrit ce livre-là pendant que le mouvement masculiniste se rendait au Québec, devenait plus gros au Québec, avec certains podcasts, avec certaines idées. On a été un petit peu en retard sur le mouvement. Tu sais, Red Pill, etc., était quand même gros aux États-Unis avant que ça se rende ici, avant qu'on donne une place dans notre discours québécois à ça. Mais je viens de catcher que l'écriture de ce livre-là s'est faite pendant qu'on en parlait énormément, qu'il y a eu des documentaires là-dessus. C'est fou, ben raide. Tu sais, je vois vraiment un lien direct avec le masculinisme actuel, puis comme le slut-shaming qu'on vit en ce moment. Est-ce que le masculinisme recycle des formes anciennes de façon qu'on voyait les femmes de slut-shaming, tu sais? Est-ce qu'il y a est-ce que tu penses qu'ils s'en servent un peu comme mouvement politique contre les femmes, les masculinistes? C'est-tu clair ce que j'ai dit? Ben, c'est non, hein? Il y a différents éléments toutes sortes d'affaires là-dedans, mais je perds mon cerveau quand je parle d'eux autres parce qu'ils en ont pas beaucoup. Ben, je suis pas du tout une spécialiste des mouvements masculinistes ou du masculinisme, mais effectivement, de ce que j'en connais, déjà... Puis là, tu sais, je pense au travail de Francis Dupidéry ou d'autres chercheurs qui ont vraiment étudié ces mouvements-là, puis qui ont montré que c'était d'abord et avant tout des mouvements antiféministes au départ et de plus en plus misogynes, plus ou moins ouvertement assumés. Et puis, mais aussi, donc, l'idée de retour à des rôles de genre qui vont qualifier de traditionnels, là, même si c'est pas, évidemment, c'est pas un qualificatif pertinent. Là, je veux dire, ça relève pas d'une tradition, là, mais vraiment d'un ordre de pouvoir qu'on peut qualifier de patriarcal ou d'hétéronormatif, qui est basé donc sur une séparation puis une hiérarchisation des genres, au sein duquel ordre, il semble qu'ils étaient jadis, qu'ils ne le seraient plus, en tout cas. Ça reste aussi, évidemment, c'est disons très contestable, mais en position de pouvoir. Donc, pour moi, c'est ça. C'est un groupe qui suppose, qui méritent d'avoir une position de pouvoir social. Puis qui ont l'impression de le perdre un peu avec le mouvement féministe. Exactement. Et avec les femmes qui prennent la parole sur des podcasts et qui s'assument aussi sexuellement. Oui. Donc, tout ça vient ensemble, on va dire. Parce que la révolution féministe, ça a été aussi une révolution sexuelle, même si on sait qu'après ça, au sein des mouvements féministes, la question de la sexualité reste très, très polarisante et très divisée, notamment la question du travail du sexe.
Je t'apprends rien. Non. Mais donc, c'est ça. Donc, pour les masculinistes, en tout cas, il y a différents types de discours là, dans cette mouvance-là. Mais ce qu'on entend souvent, c'est, pour moi, en tout cas, ce qu'ils entendent par rôle traditionnel, on revient tout le temps à cette espèce de bonne vieille opposition-là, maman et putain, quoi. Tu sais, c'est soit la bonne fille qui est à marier, n'est-ce pas? C'est tellement... mais c'est ça quand même, hein? Et avec qui je vais avoir des enfants, qui est respectable, ou l'autre qui serait une maîtresse ou je ne sais quoi, et qui n'est pas respectable, que je ne peux pas respecter et considérer comme... j'allais dire comme mon égal, ils ne considèrent pas les femmes comme leurs égales, mais disons comme quelqu'un de respectable, justement, qui pourrait être éventuellement la mère de mes enfants, n'est-ce pas? Donc, mais effectivement, je pense que je parlais de backlash, de ressac à l'heure actuelle contre toutes les minorités sexuelles et de genre, les femmes, puis contre leur autonomisation, où on cherche à les ramener à leur place. Mais pourquoi on cherche à faire ça? C'est parce qu'il y a un groupe social qui sent qu'il est en train de perdre certains privilèges et qui veut les conserver. Donc, pour moi, ça me semble assez évident qu'on est là-dedans. Mais j'ai l'impression que le slut-shaming traverse toutes ces époques-là, néanmoins. Oui, puis il reste fort. Il reste fort, oui. Ça s'atténue pas. Non. Fuck all. On dirait que ça s'adapte un peu aux nouvelles méthodes de communication aussi. Tu sais, nous autres, on a quand même été chanceux, dans notre temps même de petit village, que par MSN, c'était un peu plus C'est ça, j'allais dire, il y difficile. avait MSN. Oui, il y avait MSN. Tu sais, oui, il y avait des groupes chat là-dessus que certaines personnes... Puis tu sais, moi, je venais de Matagami, puis j'entendais des histoires de filles de d'autres villes. Ah, c'est combien d'habitants, Matag? C'était 1200 personnes. C'est ça, c'est petit. Fait que, tu sais, les histoires de slut-shaming sur telle fille de Amos, de Rouen, quand ça prenait de l'ampleur, on les attendait. On l'entendait, la répercussion. Oh my God. C'était divertissant, j'avais l'impression d'entendre ces histoires-là. Oui. C'était vraiment ça. Je veux savoir à quel point qu'elle est dans le vice, cette fille-là, qui ne l'est sûrement même pas. Là. C'est divertissant. Puis je rajouterais, parce que j'en parle aussi dans le livre quand je parle des rumeurs sexuelles, c'est excitant. À l'adolescence, puis ça, c'est encore là, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une chercheuse qui l'avait démontré au terme d'une longue ethnographie qu'elle a fait dans des écoles secondaires aux États-Unis. Puis ce qu'elle se rendait compte, puis là, encore une fois, moi, j'ai pu le vérifier aussi avec mes répondants, c'est que faire circuler, parler de la salope du village et surtout des histoires. Hein, elle a fait des fellations à 3 gars dans un party ou je sais pas quoi, ce qu'on se raconte. Les pipes arc-en-ciel. Oui, c'est ça. Oui. Les pipes arc-en-ciel. Ah ouais, t'as déjà entendu ça? Ben, dans le livre, c'est les... Ouais, puis... Tu sais, moi, à Matagami, il y avait un moment que les professeurs nous parlaient de comme, oui, il y a ça qui se passe. Puis j'ai tellement été frappé de me dire, oh mon Dieu, tu sais, c'était une... Tu sais, il n'y avait pas le nom de la personne qui faisait des pipes arc-en-ciel. Puis oui, t'es comme... Qu'est-ce que la personne, il faut qu'elle veuille, changer de rouge à lèvres, puis tout. Puis, j'ai manqué ça. Ouais, de où qu'elle se rendait, c'était épouvantable. Mais j'étais comme, OK... Genre, cette histoire, c'est une légende urbaine, dans le fond. Là. J'étais comme, tu sais, si ça s'est rendu à Matagami, dans le nord du Québec, c'est que ça l'a fait du chemin au Québec, puis probablement ailleurs aussi. Oh, mais genre, Oprah Winfrey avait fait un épisode sur les fameux, soi-disant, Rainbow Party. Mais en se disant vraiment, mais comment même on peut faire ça, là, avoir différents... En tout cas, bon, bref, je vous laisse... essayer de deviner. Moi, j'ai pas réussi à voir comment logistiquement, c'est quand même un défi là, d'arriver à faire ça. Mais c'est ça. Donc, toutes ces histoires-là, ces légendes urbaines-là, qu'on se raconte comme ça, ben, des filles de 12, 13 ans, mettons, puis des gars aussi, là, on peut imaginer, mais vivent une certaine forme d'excitation sexuelle à raconter ça. Il y a quelque chose d'inconnu là-dedans. Ça fait appel à notre curiosité qu'on a à cet âge-là. Puis c'est pas juste les garçons qui ont de la curiosité sexuelle à cet âge-là, les filles en ont aussi, n'est-ce pas? Exactement. Et donc, c'est vraiment, pour elle, une façon aussi de parler de sexualité que de faire circuler ces rumeurs-là, mais tout en se dissociant. Comme ça, ben, le stigmate, ça sera... C'est pas moi, là, je parle d'une autre fille. Donc, j'évite ou j'essaie à tout le moins d'éviter moi-même ce stigmate-là en faisant circuler des histoires sur une autre fille que des fois, on connaît même pas. C'est ça, qui vient d'un autre village, une autre école. On n'a pas besoin de connaître la personne pour raconter cette rumeur-là, pour la diffuser. Mais en même temps, c'est ça, ces filles-là vont vraiment avoir un petit rush d'adrénaline, j'aurais envie de dire, une excitation à se raconter ça. Et ça parle, en fait, aussi de leur incapacité à parler vraiment de sexualité par ailleurs, en dehors de ce genre d'activité, on va dire, là, de diffusion de rumeurs. Donc, ça pourrait passer par l'éducation sexuelle.
Ben, me semble-t-il. C'est sûr que moi, je suis prof dans la vie, donc ma solution, c'est l'éducation. D'abord et avant tout l'éducation. Mais effectivement, je pense que dans les cours d'éducation sexuelle, puis encore là, je suis vraiment pas la seule à le dire, tel qu'ils existent en ce moment, puis je m'existe, j'aurais envie de le mettre encore entre guillemets, parce ça mérite des gros guillemets. Ça mérite des gros guillemets. Et cet enseignement-là est très, très variable dans les écoles. Je sais pas si vous avez des bons souvenirs de vos cours d'éducation sexuelle. La banane. À Madag, là? Ça ressemble à quoi? Ben, nous autres, on va dire que c'était tout le temps trash. Là, mais c'était comme plus ITSS avec les grosses images. Les grosses images. Je les vois encore. En lisant le livre, c'était aussi d'analyser les 2 dernières semaines. Les affiches, j'avais une formation au cégep, puis c'était une affiche de prévention des ITSS, puis c'est une fille avec un condom dans les mains, comme si c'était sa responsabilité à elle. Si tu as une maladie, si tu viens avec. Si tu viens, oui, ça vient, ça part. Si tu contractes une gonorrhée, une chlamydia, whatever, c'est ta faute à toi, pas nécessairement la faute du gars. Je vous rappelle qu'un condom, ça va sur un pénis. Là. Oui, c'est ça. La plupart du temps, c'est l'homme qui le possède. Juste comment qu'on dit souvent, mettons, femmes, traînez-vous des condoms. Ben oui. C'est comme, c'est pas la responsabilité du gars d'avoir ça. Je suis comme, mais c'est comme... plus sa responsabilité, en fait. C'est la responsabilité de tout le monde. Une relation sexuelle, ça se fait à 2. Là, si tu veux du plaisir, protège-toi et traîne ta guire. Là. Mais c'est ça le double standard aussi. C'est que c'est la responsabilité, en fait. On attend des filles qu'elles soient sexuelles et respectables à la fois, mais aussi responsables. Et donc, la responsabilité, c'est notamment de ne pas tomber enceinte et de se prémunir contre tous les risques qu'on apprend à l'école, hein, n'est-ce pas? Notamment, donc, de contracter une TSS, donc le condom. Mais là, le condom, ce qu'on voit aussi qu'on fait des études auprès de filles puis de jeunes femmes, c'est qu'elles sont gênées aussi parce que ça fait cela de se promener avec des condoms. Et j'avais lu dans une étude carrément où les jeunes participantes se demandaient à partir de combien de condoms c'était acceptable. Ça devenait slot. C'est ça. Donc, mettons, 1, c'est correct, 2, mais là, plus que 2. La gang, traînez-en plus qu'un. C'est le conseil de pute, là, traînez-en plus qu'un. Ça pète, peut-être que déjà pété dedans, là, s'il n'y a pas d'air dans ton petit sachet, là, traîne-en plus qu'un. Là. Puis mets-les pas dans ton portefeuille. Mais c'est ça. Et donc, on sait que c'est... Donc, c'est aussi ces préjugés-là, si tu veux, qui empêche finalement une protection à l'inverse. Donc, c'est pas juste la responsabilité des filles, mais en plus, elles composent comme dans leur tête, on va dire, avec tout ça, là, en même temps, qui fait en sorte que, ben, on entraîne juste un, puis il pète, puis là, ben, finalement, on va avoir une relation non protégée. Peu importe, c'est vraiment des cas qui sont documentés. Mais il reste que c'est ça, les campagnes, par exemple, de prévention des ITSS sont souvent dirigées sur les filles ou les gars de la communauté. Mais très peu sur les garçons, sur les hommes hétérosexuels. Eros et compagnie, fier partenaire de ma masturbation quotidienne. Aujourd'hui, je vous présente le Black Bunny. Voici le lapin le plus populaire de chez Eros et compagnie, muni de 2 moteurs indépendants, un pour le clitoris et l'autre pour le vagin. Ce petit joyau vous fera vivre toutes sortes de sensations. Oh, que je suis d'accord, OK? Ce jouet-là m'a appris quelque chose. C'est que, tu sais, les vitesses, tu sais, je sais qu'on n'est pas toutes fans des vitesses, là, d'après ce que j'ai compris, là. Tu sais, tout ce qui est pas... Tu sais, les... Moi, ça me gosse. Ça m'a toujours gossé avec les jouets, là. Je vais pas là, d'habitude. Mais là, j'ai comme perdu ma vitesse pendant que je l'essayais. Puis j'ai découvert des affaires, les amis, là. Étant donné que c'est comme 2 moteurs séparés, ils ont vraiment fait des vitesses que t'as pas... Des beats que tu connaissais pas avant. Des hosties de bons beats, là. Comme... C'était vraiment différent, puis tout synchro, c'était une belle expérience. Finalement, je suis restée sur ces beats-là que d'habitude, je m'en calisse. Essayez les beats différents avec le Black Bunny et remerciez-moi plus tard. La partie clitoridienne, là, elle vient comme t'atteindre les 2 côtés du clitoris. On voit pas parce qu'il est comme noir, le jouet, là, mais tu sais, mettons, c'est des 2 côtés de ton clitoris. Il y a bien des filles qui sont bien fans de ça. Sachez que celle-là, c'est bon pour ça, en maudit. Puis une autre affaire, encore, je m'adresse à vous, mes masturbatrices anonymes, ceux qui doivent se crosser un petit peu en cachette à la maison. C'est la première fois de ma vie que je vois un jouet que tu le turn off, un peu comme tu turn off Pornhub, tu sais, t'as juste à virer l'écran puis ça l'arrête, là, parce qu'ils ont compris, là. Comme,
Tu as juste besoin de peser une fois sur le on-off sans le tenir longtemps. Tu peux vraiment l'éteindre rapidement, mettons que tu as peur de te faire pogner, là. Genre, ça va l'éteindre direct. C'est comme un quick turn-off, là. Ça, j'ai jamais vu un joint de même, puis c'est des affaires qui sont importantes pour certaines d'entre vous. Fait que je vous donne le truc, la gang, si vous avez besoin de pas vous faire pogner. Black Bunny, pour vrai. Un bon jouet. Si vous voulez vous procurer le Black Bunny ou quoi que ce soit qui est à Eros et compagnie, vous allez dans la description et vous cliquez sur le lien Eros. Ça va ajouter directement 15 de rabais à votre commande. Ou vous utilisez le code SONIA15. On retourne à l'épisode, la gang. Hey, ils ont le beau jeu, eux autres. Ça va bien, leurs affaires. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes. Je suis tout le temps surprise, mais à chaque fois que je regarde mes stats, là, c'est 50 hommes, 50 femmes qui écoutent ce podcast-là. Ça me touche beaucoup. Tu sais, pour un podcast qui est appelé Filles de joie, beaucoup plus de femmes qu'on voit sur le podcast que d'hommes. Merci, les gars, de suivre ça. Puis on le fait, oui, pour les femmes, mais on le fait pour vous autres, les gars. Cet épisode-là aussi, parce que je me demande, les hommes qui sont des bons gars, là, qui regardent ça, là, quel rôle qu'ils pourraient jouer dans contrer ça, le slut-shaming? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire concrètement pour être des alliés contre le slut-shaming? Bien, c'est une bonne question. Puis ça, justement, moi, c'est quelque chose que j'ai envie de poursuivre dans mes prochaines recherches. Justement, c'est cette question-là. Donc, d'une part, comment est-ce qu'on parle de sexualité aux jeunes garçons? Oui. Parce que là aussi, en fait, je me suis rendu compte, et je participe à le reproduire. Il y a très peu de connaissances là-dessus. Ouais. Même à l'université? Même à l'université, c'est tout le temps... Comment dire? Quand on s'intéresse à la sexualité des jeunes, généralement, que ce soit dans des recherches, des campagnes de prévention, peu importe, on va parler de celle des filles hétéros. Les lesbiennes sont comme invisibles. Ça n'existe pas, les ITSS dans sexuelle. les relations lesbiennes. Oui, c'est ça. Il y en a quelques-unes qui ont été faites à ma connaissance, dont une que je cite dans le livre, où la chercheuse se rend compte finalement que les jeunes lesbiennes, donc elles sont, mettons, entre 15 et 20 ans, là, reproduisent beaucoup de cette idée-là que leur sexualité est plus respectable que celle des gars gays parce que ce sont des filles et donc vont juger les autres lesbiennes qui sont vues comme ayant une sexualité d'homme. Donc, elles reproduisent finalement aussi cette idée-là. Comme dans la communauté, quand on parle de personnes bisexuelles ou pansexuelles, surtout pour les filles, comment c'est démonisé. Là. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont en recherche d'identité. Ils sont juste pas capables de se contenter d'un seul genre. C'est tout le temps ça. Les hommes bisexuels ont vraiment ce cliché-là aussi. Là. Ouais, je pense que il y a vraiment une stigmatisation qui vient de là, de genre... j'ose espérer que ça meurt, ça, parce que je l'entends juste de des vieux, là. Les boomers, tu sais, des hommes. Quelqu'un qui est bi, c'est qu'il se décide pas. Tu sais, il y a pas assez d'organes génitaux juste d'un bord. On va aller... Ils comprennent pas c'est quoi la bisexualité, tu sais. Mais je l'entendais quand même encore des jeunes, mettons, LGBT en région. Tu sais, mettons, ils font leur coming out lesbienne, ils font leur coming out gay. Puis là, fin de compte, ils sont comme fin de compte, j'aime les deux ou j'aime plus qu'un genre, puis c'est bien correct de même. Puis le backlash dans la communauté de on a un sentiment que tu nous as trahis parce que tu reviens vers l'ennemi, parce que tu as une relation hétérosexuelle. Oh my God, l'ennemi! Ben oui, je comprends ce que tu veux dire. Là. Oui. Puis t'es comme, OK, même dans ta... Puis tu sais, on sait, là, chaque communauté, plus t'es marginalisé, plus tu marginalises les autres, là. C'est fascinant, ça, Chris. On devrait faire un épisode là-dessus. Mais c'est parce que quand tu te fais taper dessus, tu vas essayer de trouver quelqu'un de plus faible que toi pour te taper dessus, pour te remonter. Ouais. Il y a beaucoup de gays, j'ai entendu ça souvent, beaucoup de gays qui viennent juger d'autres gays à mes oreilles à moi. Oui. Par exemple, les gays qui sont vraiment contre qu'il y ait une parade, ou qu'il y en ait certains qui expriment leur féminité plus ouvertement. Mais si t'es masse dans la communauté... Ils sont très à l'aise de dire des choses comme ça. Moi, je suis pas un de ces gays-là. On en avait parlé dans les autres podcasts aussi, mais le mass for mass, le no-femme, aller vers un standard vraiment plus pointu de faut que tu sois blanc, faut que tu sois musclé, mets pas de make-up. Fait que, dans le livre, il y avait beaucoup de choses sur le slut-making. Le slut-making, oui. Le slut-making, hey, j'aime ça! Le slut-shaming sur... Ça, c'est ce que je fais, moi. Par rapport à trop de make-up d'en face, tout ça, puis de comment ils se le faisaient dire, soit par leur famille ou leur ami. Il y a des corrélations qu'on voit pas que les femmes, je veux pas dire les femmes ils ont moins de slut-shaming, vraiment pas, là, mais on le voit aussi. Il y avait comme des liens que je pouvais faire avec ma réalité. Oui, c'est ça. On se sent interpellé, peu importe on est qui dans ce livre-là.
Mais il y a tellement de choses intéressantes dans ce que vous dites, mais sur la communauté gay, il y a eu beaucoup d'études, entre autres, sur les applications de rencontres là, qui sont très, là, c'est ça. Grindr, c'est tellement toxique. Oui, C'est très détaillé, Oui. puis je veux pas ci, je veux pas ça. Un marché de viande, comme on aurait dit. Et là, il y a du très making de qu'est-ce qu'on cherche, là, justement, puis d'un espèce de modèle idéal d'homme. C'est comme le gay, catalogue là. Sears dans le temps. Tu choisis ça. Ça se peut que tu dises ça puis que la personne ne veut pas, mais c'est de même. Là. Ouais. Puis je pense que c'est le phénomène réseaux sociaux, plus qui est comme toutes les dating apps. Les gens, tu sais, c'est plus facile d'aller chercher du bonbon de même. En tout cas, pour la communauté, là, parce que souvent, si les femmes vous le faites, ben là, vous êtes des mauvaises filles. Là. Ouais, mettons- c'est bien qu'ils nous appelaient dans le temps aussi. Oui. On a vu ça dans l'épisode historienne. Puis, tu sais, mettons, je fais souvent le rapport entre mes amis, mettons, filles en région, comparativement à moi. Puis, tu sais, juste exemple, un test de dépistage. Tu sais, tantôt, on en parlait vite fait, mais, tu sais, il y avait une situation, moi, puis mon amie fille, on a couché avec le même partenaire. Fin de compte, on savait pas si la personne avait genre une gonorrhée ou pas, puis whatever. Les deux, on a passé un test. Mais comment que mon ami se sentait mal de qu'est-ce que les gens vont passer, par où que je peux passer pour que ça soit confidentiel. Puis là, je le voyais, le clash de toi, si tu pognes une gono, t'es une salope, t'es une ci, t'es une fille facile. Moi, ça arrive. Et t'es irresponsable, ce qui est Oui, aussi très oui. mal vu, Ouais. c'est ça, pour Ouais. une fille en particulier. Là, ouais. Quand vrai, c'est le ça. risque de t'as une relation sexuelle, ça se peut que ça l'arrive. là. C'est ça. C'est un risque. Mm. Tu sais. Pour en. Non, tu sais, ah! Je veux que tu puisses finir ton point. Là. Non, mais- C'est terminé? Je pense que Excuse-moi. Bon, je voulais juste pas te couper, mais je me demande s'il y a une réponse, finalement, à la question comment les hommes Oui, peuvent... c'est ça. Ben, ouais, j'ai pas de réponse claire, mais je pense que c'est aussi pour eux-mêmes de faire ce travail-là, de regarder est-ce que j'ai des préjugés, est-ce que j'adhère, même sans le vouloir. Et ça, souvent, ça se révèle justement dans l'intimité d'une relation sexuelle, par exemple, ou là, tout d'un coup, j'ai un réflexe de juger la fille qui fait. Qui adopte une posture, qui dit quelque chose ou que je juge un peu trop. Parce que ça, c'est quelque chose qui est revenu aussi dans les propos de mes répondantes, là, la fameuse phrase de « je te respecte trop pour coucher avec toi ». Ben, tu sais, comme je disais, jamais une fille dirait ça à un gars. Là. Non! Même si c'est pas vrai, même si c'est juste parce que tu veux pas coucher avec la personne en vrai. Mais ça nous viendrait même pas en tête que d'inventer ça. Hey, hein? Et donc, des filles qui avaient entendu ça ou qui avaient entendu des affaires, « Ah, mais toi, je t'aime trop, tu sais, j'aime mieux attendre ou comme pas le faire parce que peut-être qu'on pourrait développer une relation amoureuse. Et dans ces deux cas-là là, qui me viennent en tête, les répondantes me disaient que c'était des amis, c'était des gars avec qui elles s'entendaient super bien, qui n'étaient pas du tout, par ailleurs, qui n'étaient pas spécialement machos, on va dire, mais qui, quand même, ont ce genre de réflexe-là. Ouais. Donc, je pense que, tu sais, qu'on parlait d'éducation aussi tout à l'heure, mais ça vaut pour tout le monde, tu sais. Même l'éducation à la sexualité, par exemple, dont je parle dans le livre, ben, c'est important qu'elle se fasse puis qu'elle déconstruise ces mythes-là, autant pour les filles que pour les gars. Donc, tu sais, la sexualité qui est une source de dévalorisation pour l'une, pourquoi c'est à ce point-là encore une source de valorisation? Ouais. Pourquoi ça peut pas juste être quelque chose avec lequel on est à l'aise, on essaie d'être le plus à l'aise possible et on vit cette vie-là, c'est une composante de nos vies. Donc, pourquoi est-ce que certains groupes acquièrent du prestige social, par exemple, s'ils diffusent les photos d'une autre personne? Tu sais, c'est tout ça aussi, je pense qu'il faut remettre en question. Puis c'est des automatismes, justement, ils sont tellement intégrés. Tu sais, des fois, tu dis, j'ai lu le livre, puis là, j'ai flashé. Mais peut-être que tu l'aurais pas, le flash ne serait pas fait devant cette publicité-là ou cette campagne. Moi, j'aurais même pas catché. C'est ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, à partir du moment où on prend conscience de ça, bien, je pense que ça, c'est déjà la première, j'aurais envie de dire, la première étape là, pour dépasser puis se défaire de ces réflexes-là. C'est ça. Puis pour ce qui en est des filles et des femmes, tu sais, on dirait que la seule façon qu'on peut se défaire du slut-shaming, c'est d'un peu de, justement, essayer de contrer les comme on se disait, s'habiller plus, être moins in your face, etc. Mais selon moi, c'est pas la solution, là, parce que c'est juste essayer d'un peu de patcher les trous, là, tu sais, mais... C'est ça, on s'assure une certaine autonomie, une certaine liberté de mouvement, mettons, dans les transports en commun ou ailleurs, mais on n'est pas en train du tout de débranler cet ordre on va pas à la source normatif-là. du tout, là. On ne va pas du tout à la source. Est-ce qu'il y a une façon que les femmes et les filles peuvent s'aider à se défaire du slut-shaming? Bien, c'est touché. C'est pas évident parce que, justement, ça prend tellement de formes aussi différentes qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'il
revenir à la source, c'est quelque chose qui ne peut pas juste se faire sur une base individuelle. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça doit passer par l'éducation puis par la remise en question des normes. Mais après ça, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a un podcast, mettons, ou ce genre de pour moi, en tout cas, ça participe à ça, à ébranler un peu ces certitudes-là, ces normes-là. Puis après ça, c'est d'arriver à le faire dans nos vies. Donc, c'est sûr que mes répondantes, avaient ces stratégies d'évitement-là, ce que j'appelle les stratégies d'évitement au quotidien. Sur les applications de rencontres aussi, il y a plein de choses qu'elles disent pas. Elles se censurent beaucoup, le genre de photos qu'elles vont mettre, c'est clair. Parce qu'elles le savent, ce qu'elles vont recevoir aussi en retour. Là. C'est pas de la paranoïa. Là, c'est comme à quelque part, et ça risque d'arriver, c'est concret. Donc, elles savent vraiment comment naviguer ces univers-là pour avoir le moins possible de ce type de slut-shaming-là qui confine au harcèlement des fois. Qui peut prendre différentes formes. Mais après, il y a d'autres façons aussi. Donc, elle disait, mettons, c'est parler, s'assumer, en ayant aussi un entourage qui nous permet de le faire. Donc, il y en a plusieurs qui avaient trouvé ces entourages-là dans les communautés queer, par exemple, bisexuelles. Donc, ça, j'avais été étonnée. Justement, on parlait de bisexualité. 8 sur 18 qui s'identifiaient comme bisexuels. Il y en a 2 qui préféraient dire pan, là, qui s'identifiaient comme pansexuels. Mais, et ça, finalement, en discutant avec elle, on s'est rendu compte que c'était pas innocent parce qu'effectivement, encore en 2025, la bisexualité, notamment dans les communautés queer, est encore un levier là, de slut-shaming. C'est comme, c'est une nymphomane. Et c'est pas la même chose, c'est ça, chez les gars qui se disent bisexuels. Oui, on n'a jamais entendu un gars nymphomane. C'est vraiment un terme qu'on associe aux femmes. C'est un terme qui est complètement genré. C'est ça, l'impulsion. Oui, c'est ça. C'est comme... Je me rends compte un petit peu, peut-être, je me rends compte peut-être un petit peu que ma visée de tout ce que je fais est un peu pour contrer ce slut-shaming-là d'une façon en étant hyper fière de qui je suis. Si l'étiquette que tu veux me donner, c'est slut, ben je vais l'assumer puis je vais peut-être même l'exagérer pour justement qu'on arrête d'avoir honte. J'ai l'impression que... j'ai pas l'impression, je me le fais dire, que je donne l'exemple à plein de femmes d'être plus libérées sexuellement, de pas avoir honte de leurs expériences. Moi, ça m'en prend pas gros là, pour que je commence à raconter mes histoires qui seraient les plus slut dans la tête des gens, t'sais. Puis je pense qu'en montrant cet exemple-là, puis aussi en n'arrêtant pas à ces commentaires-là, tu sais, et ça me, je trouve pas le mot en français, ça me tame pas du tout leurs commentaires de slut-shaming, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est tellement accepté de faire du slut-shaming que, tu sais, si je reçois un commentaire, je réponds jamais à ce monde-là parce que c'est une course perdue, tu sais. Mais si je répondais quelque chose comme « Hey, t'es misogyne », je ferais je suis pas misogyne. Mais si je dis, hey, t'es en train de me slut-shame, ben oui, je suis en train de te slut-shame. Tu sais, on dirait qu'il y a pas une honte pareille. Ben, il y a pas de honte à faire ça, tu sais. Non, puis, et je veux dire, ce que je montre dans le livre aussi, c'est que ça se fait de toutes sortes de manières, notamment au sein des familles. Les filles en font l'expérience de la part de leur mère. Évidemment, ça se dira pas de la même façon qu'un énervé sur Internet qui t'insulte ou évidemment qui a la protection de l'Internet. C'est pas ça, mais il y a vraiment cette idée-là de mère, de grand-mère, de tante, souvent des femmes, mais pas que, mais des pères aussi, là, mais au sein des familles qui vont être les premiers à dire t'as l'air, mais vraiment en utilisant des mots de même, t'as l'air d'une pute en t'habillant comme ça, d'une guédaille, d'une danseuse, etc. Puis à chaque fois que je présente en France là-dessus, il faut que je précise qu'est-ce qu'on entend par danseuse au Québec. Oui, hein? Je dis moins souvent guédaille, c'est sûr que c'est pas trop utilisé là-bas. Là. Mais qui revenait effectivement. Pute est tellement utilisé, encore plus qu'au Québec là-bas. Là. Ben, c'est ça. Et donc, ça, elle l'entend beaucoup, salope aussi, mais ici, on a aussi plein d'autres dérivés. Là. C'est ça qui traînait, comme une de mes participantes, ça l'était fait dire par sa mère, alors qu'elle elle avait dormi dans un party à l'adolescence. Il y avait plein de jeunes, mais il y avait des garçons aussi, puis tout le monde avait dormi là. Puis le lendemain, sa mère l'avait traité de traînée, alors que ses frères étaient au même party, puis c'était rien fait. Oh my God! Donc ça, le double standard aussi dans l'éducation genrée. Et encore là, ça se fait pas toujours consciemment. Les parents, il y a des parents là-dedans qui se disent féministes ou en tout cas progressistes et qui, néanmoins, sentent cette espèce de besoin de protection-là supplémentaire envers leur fille, qui s'explique de toutes sortes de manières. Hein. À un certain point, c'est normal de s'inquiéter pour ses enfants, puis c'est normal qu'on s'inquiète le slut-shaming, pour les filles. Des victimes de viol. Là. C'est ça, tu sais. Mais on le sait que les viols, les agressions sexuelles se passent très souvent dans l'intimité du couple ou d'un cercle de notre entourage, de la famille, malheureusement aussi. C'est 80 un proche. Alors, on continue à craindre néanmoins l'espace public. Puis là, on revient à notre époque victorienne, séparation publique-privée, la ville,
c'est dangereux, hein? Surtout pour les jeunes femmes, surtout pour les filles. Donc, on est encore là-dedans, on reproduit encore ces mythes-là, ces idées-là. Et comment on le fait? Bien, c'est en éduquant nos filles à avoir honte, notamment, et à ne pas s'exposer, pas exposer leur sexualité parce qu'on a l'impression que ça va les protéger contre d'éventuelles agressions, mais aussi contre des atteintes à leur réputation. Et éventuellement aussi contre leur vice. On a peur qu'elles tombent dans la prostitution, notamment. Hein? Puis des séries comme Fugueuse, mettons. Parle-moi ça. C'est venu éveiller des craintes qui étaient là déjà, là, mais qui, on le voit là, quand il y a ce genre de films-là qui sortent ou de séries-là. Ça a pogné, là. Et ça vient exacerber là, beaucoup. Il y a une couverture médiatique après ça autour de ça et tout ça. Donc, ça crée vraiment ce qu'on appelle des fois, là, dans le jargon sociologique, des paniques morales. Mais donc, ponctuellement, depuis des centaines d'années, il y en a qui émergent comme ça. Et c'est tout le temps un peu les mêmes histoires, c'est ça qu'on se raconte. Et donc, les mères se sentent cette espèce de devoir-là de protéger leurs filles en limitant finalement leur liberté, leur autonomie. Tu peux pas rentrer aussi tard que ton frère, habille-toi pas comme ça, tu vas avoir l'air d'une guédaille, etc., etc. Donc, concrètement, est-ce qu'il faudrait arrêter de faire ça? Tu sais, je pense à toutes les mamans, papas qui nous écoutent, qui veulent qu'on arrête de slut-shame les gens. En général, ça part de ceux qui sont des enfants en ce moment. Ça part de vraiment loin. Puis l'école va faire un bout de ça. Là. Si ton enfant slut-shame quelqu'un, ça veut pas dire que c'est de ta faute, mais pas du tout. J'ai mon cousin de 14 ans qui me disait l'autre fois, qui est tellement ouvert, tu le connais, là. Il est tellement ouvert, il est de sa génération. Tout le monde est accepté comme qui est, mais qui a quand même eu un discours de genre... Elle a eu une ITSS, elle est sale, tu sais, ou elle doit pas être propre, ou whatever. Je fais, hey, wow, tu t'en vas où avec ça? Ça existe encore, ça, à l'école? My God! Vous avez des enfants qui ont 2 papas, 2 mamans, mais ça existe encore, pour vrai, tu sais. Puis on dirait que ça l'a fait réaliser quand j'ai dit ça, que, aïe, il faut que ça meure, ça, tu sais. Fait que, comment on peut changer le monde? Comment on peut changer le monde, Elisabeth? C'est une grande question. Oui, c'est vraiment une grande question. Avec mon éducation, mais puis c'est quelque chose que nous-mêmes, on doit faire pour nous-mêmes en tant que parents. Là, je veux dire, c'est pas évident. Là, j'aurais bien beau dire arrêtez ça tout de suite. Je sais que ça fait appel à nos peurs les plus viscérales. Puis, c'est pas vrai qu'on va arrêter du jour au lendemain d'essayer de protéger nos filles de cette façon-là. Là, ça peut vous rassurer. La majorité de mes collègues viennent d'une famille très stricte et qui n'était pas du tout libérée sexuellement. Là. Ça veut pas dire. Là, tu vois, c'est ça aussi. Après ça, quand on commence justement à se renseigner un petit peu, on peut déjà commencer à remettre en question nos propres conceptions et nos évidences. Ces évidences-là de si je suis stricte, ma fille va être protégée de tout. On sait que c'est pas... c'est pas vrai. Les statistiques le prouvent, là, ça marche pas ça. Là. Et comme pareil, la même chose, les discours sur l'abstinence, on l'a vu aux États-Unis pendant des années. C'était ces programmes-là qui ont été financés dans les écoles. On voit très bien que, par exemple, les grossesses adolescentes étaient plus élevées dans les écoles qui enseignaient les programmes d'abstinence only. Là. C'était vraiment... c'est évident, mais malgré tout, on reproduit toujours ça. Donc, je pense que c'est exactement ce genre d'intervention-là, juste pour allumer des fois sur certaines choses. Ça peut faire du bien. Puis d'où l'important, je pense aussi, en éducation à la sexualité, de toujours adresser, donc pas juste la santé sexuelle, pas juste... Moi, c'est tout ce que je me souviens des cours de sex-ed. Mais c'est parce que c'est beaucoup ça. Puis c'est beaucoup juste ça. Puis comment insérer un tampon. C'est tout ce que je me souviens. Rien d'autre. Oui, puis je me rends compte que moi, je me souviens de ce cours-là. C'est vivide là, dans mon esprit, mais il y a plein de mes amis de filles qu'eux autres, ils n'ont pas eu ce cours-là. Je me souviens plus qui a dit sur le podcast que la première fois qu'elle a eu ses règles, c'est le jour qu'elle a entendu parler des règles pour la première fois. J'en revenais pas. Mais ça, c'est le moment qui mettait les gars à part d'une salle puis les filles de l'autre. Là, exact. Il n'y avait pas de gars dans ce cours-là. Là. Mais c'est ça. Et donc, c'est important de regarder comment la sexualité vient avec des inégalités de genre aussi, puis de penser les deux en même temps. Puis une autre chose aussi qui reste très tabou, parce que c'est pas évident d'enseigner la sexualité aux jeunes. Pour toutes sortes de raisons. Parce que ça niaise, puis ils sont mal à l'aise, puis les gars, les filles veulent pas être toujours dans la même classe. Mais après ça, il y a des jeunes aussi qui veulent pas être avec qui s'identifient ni comme l'un ni comme l'autre. Et là, donc ça crée toutes sortes de malaise puis d'inconfort chez les élèves, chez les enseignants aussi qui ne sont pas toujours formés pour ça. Et il y a eu des scandales aussi, là, des fois, autour d'enseignants parce qu'il y a des parents qui capotent, qui ne veulent pas que leurs enfants entendent parler de ça à l'école. Donc, ça fait plein de couches comme ça différentes qui font en sorte que
très, très difficile de faire l'éducation et la sexualité. Et là, en ce moment, les experts, par exemple, du GRI ou les groupes d'intervention dans les écoles qui vont parler de diversité sexuelle et de genre notent vraiment un recul. Une parole beaucoup plus décomplexée des jeunes, qu'elle soit misogyne, homophobe, peu importe, transphobe, vraiment. Et ça, ils le voient. Et ils ne font pas juste le constater, ça, ils l'ont documenté, là, le GRI l'a documenté dans une étude récente. Quand j'ai commencé, là, une dizaine d'années, à m'impliquer dans le milieu militantiste LGBT, on parlait de « ça s'en vient ». T'sais, on le voit, la façon de penser des gens est différente. Il y a des choses que ça n'aurait pas été acceptable pendant un bout que maintenant c'est dit. Puis, on le voit réellement depuis cette année, l'année passée. Retourner sur les questions de l'avortement au Québec, tout le comité des sages pour les personnes trans et toutes les 56 millions d'autres affaires qui se passent en même temps. On voit vraiment un retour du balancier. Qu'il y a eu une période, quand j'ai fait mon coming out, que je trouvais que c'était le moment, oh mon Dieu, on va vers la gauche, kumbaya, on va s'aimer tout le monde. Kumbaya. Ça fait un peu, je sais pas si je suis pessimiste, mais on dirait que ça fait un peu peur, puis c'est vraiment important, je pense, ces temps-ci, de vraiment se reposer les questions puis de s'aider en groupe aussi de défense. J'allais dire exactement la même chose. C'est pour moi, puis je trouve ça d'autant plus dommage. Je parlais tout à l'heure des divisions au sein du mouvement féministe. Ouais. Moi, vous allez peut-être deviner où je loge, mais pour moi, c'est une évidence qu'il faut être solidaire plus que jamais. Mais clairement, elle n'est pas swerve, c'est là, déjà en partant. Mais c'est ça. Et pour moi, c'est vraiment la base aussi, puis d'amener tous les gars, ces hétéros qui ont envie d'être solidaires puis de vivre dans un monde où les gens vont être libres et autonomes et égaux. C'est vraiment important de rester solidaires en ce moment. La droite est vraiment plus forte présentement. Puis, quand on est plus d'environnement de gauche, c'est qu'on chicane souvent, pas nécessairement pour des points puis des virgules, mais quand tu as de la difficulté en tant que communauté, que ce soit X, Y, Z, ta communauté, à s'assembler ensemble, d'aller dans une direction, c'est que l'autre côté, ils prennent vraiment plus de force, sont plus verbales aussi, sont plus présents. Ouais, parle fort. Oui, c'est ça. Il faudrait plus d'alliance, je pense, dans notre communauté pour pouvoir contrer ça, parce que ça commence à faire peur. Ouais, c'est ça. Mais si on se solidarise, ça commence à faire beaucoup de monde aussi, par contre. Oui. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue aussi. Non, puis tous nos combats sont différents aussi. C'est ça, exactement. Mais ce qu'on voit dans ce genre de... Là, c'est sûr que moi, c'est ça, dans le livre, je parle surtout des filles, des femmes, parce que le slut-shaming, pour moi, est un phénomène essentiellement genré dans ce sens-là. Mais effectivement, je veux dire, il y a dans ces expériences-là dont on essaie de te faire porter une honte, quelque chose de très, très similaire de toutes les personnes qui appartiennent à la pluralité sexuelle et de genre. Donc, je pense que déjà là-dedans, puis comme on disait, les mécanismes de l'homophobie ou de l'agression homophobe et celle du slut-shaming à l'adolescence sont très, très similaires. L'insulte fif, mettons, ou salope va se dire souvent comme une punition de tu performes mal ton genre. Comme on disait, c'est le garçon qui est vu comme plus efféminé qui va se faire traiter de plus femme, qui va se faire traiter de gay, de fif ou peu importe, alors que, c'est un exemple un peu caricatural, mais comme je disais, le capitaine de l'équipe de football, quand même bien, il serait ouvertement gay, à la rigueur, risque moins de subir de l'homophobie que celui qui est vu comme un télo, artiste, tu veux pas être le qui n'est pas bon en sport, tu veux pas être la slot. Exactement. Tu veux pas être ça. Donc, mais c'est vraiment des performances de genre qui sont sanctionnées souvent à travers ce type de violence verbale, d'intimidation-là. Donc, d'où, encore une fois, l'importance, je pense, de l'évidence de se solidariser. Là. En fait, tout ce qu'on parle, là, c'est que la sexualité est tellement contrôlée socialement, la sexualité des femmes, tu sais. Je suis comme toi, un peu pessimiste, un peu fataliste sur beaucoup de choses. Je sais pas si vous aviez remarqué, mais ça arrive souvent, je suis comme, on est doom, la gang. En gros, là, mais il faut pas arrêter de se battre, tu sais. Puis je me demandais... peut-être un petit vent de fraîcheur, si on se projette un peu, là, ça ressemblerait à quoi, une société que la sexualité de la femme n'est plus autant contrôlée, on dirait que c'est tellement jamais arrivé que ça, on jase, là. Dans un monde parfait, là. Mais pour moi, ça ressemblerait à une société qui est plus égalitaire, en tout cas. Puis, tu vois, déjà, juste en disant ça, ça va pas de soi parce que
ça, c'est pas mon appellation, là, c'est Gail Rubin, qui est vraiment une féministe pro-sexe très célèbre, on va dire, qui a écrit ça au début des années 80, qui parlait des injustices érotiques. C'est une des formes d'injustice ou d'inégalité que notamment les femmes, pas que, mais subissent, mais on la nomme presque... En fait, on la nomme jamais, ou pratiquement jamais, quand on parle d'égalité homme-femme. On parle de parité. En emploi, de la représentation, par exemple, en politique. On va parler d'égalité salariale, de partage des tâches. J'ai l'air de niaiser, mais c'est vrai. Là, il y avait beaucoup de guillemets, tout le monde à l'audio. Là. Je ne voulais pas être sarcastique. C'est tout des enjeux qui sont super importants. Mais l'égalité homme-femme, elle n'est pas atteinte dans le domaine de la sexualité. Disons-le comme ça. Puis on peut même le prendre à l'inverse, c'est-à-dire que la sexualité continue à garder ces inégalités, cette hiérarchie de genre-là, très, très ancrée, en autorisant une plus grande liberté sexuelle aux hommes cis hétéros qu'aux femmes. Donc, donc c'est ça, la marche pour l'égalité. Tu sais, là, je pense vraiment là, à des genres de formulations un peu de campagne gouvernementale, etc. Va jamais vraiment adresser, à la limite, la justice reproductive. Là, tu parlais d'avortement tout à l'heure, mais va jamais adresser vraiment la question de la vie sexuelle érotique là, des personnes. Là, et pas juste des pratiques érotiques, mais les désirs, les formes de plaisir même qui sont jugées plus sévèrement et qui ne sont pas adressées, notamment en éducation à la sexualité. On ne parle jamais de désir. Comment reconnaître, ça me tente vraiment, toute la discussion sur le consentement, par exemple. C'est souvent apprendre à dire non, mais on n'apprend pas nécessairement aux jeunes quand est-ce que c'est oui, finalement. Puis quand est-ce que, là, je sens que, OK, c'est vraiment quelque chose, c'est un désir que j'ai, etc. C'est pas évident pour les jeunes de reconnaître ça. C'est sûr que c'est pas évident de leur enseigner non plus, mais je suis persuadée qu'il y a des techniques qui doivent exister, des façons de faire, des pédagogies qui pourraient permettre ça. Mais bref, donc... réponse courte, je pense que ça serait une société plus égalitaire. Mais cette dimension-là, ça parle beaucoup du tabou qui entoure encore la sexualité. Elle est jamais, ou presque jamais, dans la conversation. Oui. Je viens de réaliser à quel point que... Tu sais, moi, vu que je lis tous les commentaires en ligne, là, puis que j'ai des invités qui viennent de tous les backgrounds, qu'il y a vraiment... Je peux vraiment faire une échelle, tu sais, de qui s'est fait le plus bâcher dans les épisodes en fonction de... Tu sais, par exemple, il y a vraiment plus de commentaires haineux quand on parle de quelqu'un qui est dans la communauté LGBT en partant. Ou les femmes trans. J'ai une femme intersexe qui s'est fait démolir sur un podcast. Puis je pense que c'est pas juste parce qu'elle est intersexe, c'est aussi parce qu'elle parle fort et elle s'assume. Plus la femme ou la personne parle fort et s'assume, plus les commentaires vont être virulents. Et la dichotomie avec ça, c'est que j'ai aussi eu un homme escorte. Les commentaires étaient extrêmement différents. Lui aussi parle fort, lui aussi s'exprime, lui aussi très fier de ce qu'il fait. C'était de l'admiration. Ah ouais? Énormément. C'est intéressant. C'était de l'envie de faire sa job, de mon Dieu, il est payé pour coucher avec des femmes, tu sais. Il n'y a eu aucun commentaire de tu devrais avoir honte ou quelque chose qui peut se rattacher à ça. Rien. À rien pantoute. Puis l'épisode a été populaire, là. T'sais. Et au contraire, lui, c'est sûr qu'il y a eu juste des courriels de monde. Comment t'as fait? Moi, tout, j'aimerais ça faire ça, t'sais. Mais ça arrive pas aux femmes, là. T'sais. Ça arrive pas du tout. Puis on dirait que une travailleuse du sexe, j'en connais pas beaucoup, là, mais une travailleuse du sexe très, très réservée. Je suis sûre qu'il y en a. Mais ils viennent moins ces podcasts, eux autres, tu sais. Elle aurait moins de backlash que ceux qui s'assument énormément. Ah ouais, ça m'étonne pas du tout. C'est effroyable. Je ne m'étais pas rendu compte de ça. Ouais. Puis, tu sais, les commentaires vont souvent par rapport au physique de la personne. Tu sais, qu'on pouvait voir dans... Oui. Tout ce qui a rapport avec trans, intersexe, c'était beaucoup leur physique, leur voix. Mon Dieu, j'ai eu plus de hate dans les commentaires. Commentaires Facebook. Ouais, tout t'en as eu sur ton physique. Ah oui, puis j'étais comme... Ouais. Tu sais, je les prends... Si t'étais moins efféminé, tu n'aurais pas eu, tu comprends? Oui. C'est quand même, là! Oui, puis tu sais, c'est ça, c'est quand t'es plus verbal aussi dans ta sexualité. Puis j'ai une sexualité qui dérange pour une personne de région, puis j'ai un look des fois plus flyé, avec mes cheveux roses, mon make-up. C'est sûr, là, ils sont plus roses. Mais, tu sais ça, je pense que c'est... Si, mettons, j'avais pas été préparé aussi, ça aurait pu faire plus mal que me dire, bon, ben, j'ai eu plus de commentaires de hate dans ce podcast-là que quand je fais les shows de drague ou quand mes shows sont annoncés. Ouais. C'est vraiment triste que ça va avec. T'sais. Oui. Il faut s'y attendre. Non, on dirait que j'étais presque... Ben, j'étais pas content le premier parce que je savais que j'allais en avoir, mais ça a quand même pris du temps entre le premier podcast
puis les derniers, puis j'étais comme... Ouh, Ouais, ça... c'est rough. Moi, il n'y a rien que j'ai pas entendu sur moi, là. Non, oui, à un moment donné, c'est parce que j'ai lis pas, parce que je veux mon bonheur aussi. Ben, tu fais bien. Moi, c'est parce que c'était une visée marketing, là, Oui, pourquoi mais- je lis tout, Oui, là. oui. Tu sais, je vais être au courant de ce que le monde dise, là. Ben, t'es curieux aussi de voir est-ce que ça passe pas. Puis je me suis dit, avec les commentaires... Moi, je m'en vais voir. calisse que ça passe pas, pour vrai. Oui, oui. Ouais. Non, au contraire, ça me donne le goût de le refaire. C'est quand que, Mhm. au contraire, ça a brassé quelque chose, on retourne là. On y retourne, tu sais. Puis je bâtis mes épisodes en fonction de ça, tu sais. Mais comment tu fais pour continuer à avoir la force? Ah, je broille tous les soirs. Je vais te laisser finir ta question. Mais comment tu fais pour continuer à avoir la force de... Puis pas tomber dans un essoufflement professionnel ou un peu comme un intervenant qui vient avec un syndrome vicariant. Ouais. Tu sais, parce que tu entends beaucoup de choses, tu vois beaucoup de choses, t'es une cible facile pour bien des keyboard warriors sur les médias sociaux. Mais comment que tu fais pour garder ta santé mentale? C'est une bonne question. Au début, j'avais plus de la misère. Je pense que ceux qui suivent le podcast depuis l'épisode 1, je parlais beaucoup des haters avec virulence. Là, j'avais beaucoup de haine envers ça parce que c'était fou la différence entre... J'étais déjà une personnalité publique avant d'avoir le podcast, puis les commentaires, ce genre de commentaires-là, là, ça revenait vraiment pas souvent. Là, à cette heure, ça revient vraiment plus. Je pense que ça m'interpellait parce que je comprenais pas pourquoi les gens écrivent ça, parce que j'ai tellement pas cette nature-là de venir juste cracher ton venin sur quelqu'un que je comprenais pas. Dès que j'ai compris, j'ai fait la paix avec ça. Ça me touche plus du tout. Au contraire, des fois, ça me divertit. C'est triste, là, mais il faut le prendre avec de l'humour, là, tu sais. J'ai compris quel genre de personnes qui écrivent ça, leurs objectifs aussi en faisant ça. Fait que ça me touche plus du tout. Deuxième affaire qui m'aide énormément avec ça, la quantité de commentaires d'amour que je reçois. La balance est parfaite, là. Tu sais, je les rencontre, moi, le monde qui écoute le podcast, et je le vois dans leurs yeux, ils me disent « Arrête surtout pas. T'as pas le droit d'arrêter. Pour moi, t'as pas le droit. » Pour ce que tu changes dans ma vie, à moi, personnellement, en me regardant dans les yeux, puis que le monde qui me dit ça, je m'en calisse de Denis sur Facebook après quand je vois l'impact concret que ça a dans la vie du monde, ce que je suis en train de faire. Fait que je m'en calisse. Parce que moi, il n'y a personne qui va jamais m'enlever ça, de la différence que je suis en train de faire dans le monde, tu sais, avec ce que je fais. Fait que c'est ça, c'est exactement ça. J'ai failli pleurer, hein? Je m'attendais pas dans cet épisode-là. Oui. Je te sortons les Kleenex. Non, à date, je suis tout le temps bonne pour me ravaler les larmes dans ce podcast-là. Ça a l'air... Ben, dans l'épisode de Carlin, il a quasiment passé proche, là. Mais ouais, ça me touche tellement quand je vois des témoignages spécifiques d'une personne à l'autre. C'est chacun, voici ce que je trouve que tu changes dans le monde, voici ce que tu as changé en moi. C'est beaucoup plus concret que celui qui dit ton père doit être fier 1000 fois par jour sur Instagram. Ouais. Ça, tu l'as souvent. Ah, ça, c'est celui qui revient le plus. Ben, tu sais, bizarrement, c'est que, tu sais, on parlait, tu sais, dans le livre, on parle beaucoup putain, pute, salope, tu sais, ces mots-là qui reviennent. Moi, c'est charrue et vidange, les plus populaires. Puis ils pensent tout le temps qu'ils sont originales. Mais on Mais est toujours dans quelque chose de dégradant, de... C'est tellement violent. C'est violent, c'est tu sais. très, très violent, là. Ouais. C'est fou, puis hein? c'est tout le temps. C'est charrue, vidange, ton père doit être fier. Puis. Mais ça, ton père doit tu être dois fier, être ça sale, m'étonne pas t'sais. aussi, Ouais. parce C'est qu'on tout le temps le l'entend, père, ouais. c'est jamais la mère. Non, on a même, il y Ça avait une aussi. participante, elle avait pas connu son père, mais c'était comme sa mère invoquait le grand-père, tu sais, avoir quand même... C'est tout le temps ça. ouais, T'sais, non, mon père est très fier. Tout le monde, là, il est très, très fier. Et... Ton père, il est fier en Il est fier, tabarnak. comme C'est on ça, dit, il est là. fier. Oui, tu le connais, Oui, toi. oui. Tu le vois, là. Mais je pense que t'sais. c'est vraiment important, puis je répète, tu sais, je parle d'éducation, mais c'est ça aussi que permettent les réseaux sociaux, c'est de mettre en scène et de rendre visible la diversité parce qu'elle existe. Puis c'est ça, en ce moment, le backlash, c'est d'essayer de nous retourner dans les placards, Oui. n'est-ce pas? Oui. Alors, je pense que c'est d'autant plus important, même si tu as un vent de face, mais en même temps, tu as toutes ces personnes-là qui disent « Ah ben ça me fait du bien », parce que le jour où il n'y a plus ces modèles-là, les gens vont souffrir encore plus. Ouais. Donc, je pense que ça aussi, c'est de continuer dans la mesure de nos moyens, parce que c'est pas tout le monde qui a le même privilège, par contre, d'être out puis de se Oui, dire... exactement. Je peux me le permettre. C'est ça, que j'explique exactement. souvent. Exact. Je peux me le permettre. Il y en a tellement des Sonia, tu sais, C'est ça. mais ils peuvent pas se le permettre. Fait que ça aussi, ça me donne du fioul au bout, tu sais, de me rendre compte que sans parler pour le monde, je peux donner une voix à certaines qui, pour tellement de raisons, travailleuses du sexe ou non, peuvent pas se permettre de ce que je fais là.
si je peux être martyr un peu pour eux autres, va prendre la marde pour vous autres, puis on va changer le monde ensemble, la gang. Moi, ça me touche pas. Puis, vu que ça me touche pas, faut que quelqu'un le prenne, là. Pitchez-les pas à mes invités, s'il vous plaît. Pitchez-les à moi. C'est quand c'est à mes invités que ça me touche. T'sais. Ils n'ont pas demandé ça, là. T'sais. Fait que, ouais, c'est pas ma seule réponse. Politiquement, là, en finissant, là, parce que on dirait qu'il y a un aspect politique à ça. T'sais. J'ai l'impression que, t'sais, je le vois pas comment on pourrait politiquement contrer le slut-shaming, mais on dirait qu'il y a une façon. Mettons que tu avais une baguette magique, là, puis qu'on pouvait changer quelque chose aux plus grands instants de notre ordre là, social. Tu sais, comment... tu sais, par exemple, j'ai l'impression qu'il y aurait pu avoir des changements politiques qui auraient empêché ces deux femmes-là de commettre le suicide. Tu sais. Dans les cas, quand tu regardes les cas en détail, tu le vois qu'il y a tellement... They were failed at so many instances. Je suis pas bonne, là. Tu comprends ce que je veux dire? On les a abandonnés à tellement de niveaux. Puis ça aurait pu politiquement être changé, ça, par exemple. T'sais. Oui, j'ai pas de bonne réponse à ça, là, effectivement, le coup de... Parce que, oui, j'imagine qu'il y a des choses politiquement qui pourraient être mises en place à plein de niveaux. D'ailleurs, là, je parlais dans le livre des codes vestimentaires dans les écoles, on parlait du chandail de la honte. Ben, c'est peut-être aussi des changements qui peuvent être apportés aussi à petite échelle parce qu'ils reproduisent, malgré eux, hein, souvent, ils sont pleins de bonnes intentions, ce type d'initiative-là, mais ils vont reproduire une partie de ce qui fait problème. Après ça, on parlait des campagnes de prévention aussi. Ça, pour moi, je pense que ça serait vraiment à revoir aussi la façon dont le gouvernement, notamment, s'adresse aux femmes et à toutes les personnes pour prévenir les violences à caractère sexuel. Donc, encore une fois, on ne s'attaque pas généralement aux auteurs de ces violences-là, hein, mais le message s'adresse plutôt aux victimes potentielles qu'on invite à se responsabiliser. Bien, pour moi, là, il y a un problème parce qu'on reproduit toujours, finalement, l'idée que c'est pas normal, c'est pas correct, puis que c'est dangereux pour une femme là, d'être désirable, par exemple, ou d'avoir une vie sexuelle active, etc. Mais après ça, vraiment à des niveaux de politique, là, on va dire, gouvernementale, effectivement, c'est pas évident. Je pense que c'est de prendre en considération, comme je le disais tout à l'heure, cette dimension-là qu'on met trop souvent de côté, de la sexualité ou de la justice érotique, l'appelez ça comme vous voulez, mais quand on pense à des politiques d'égalité, quand on pense à comment on intervient sur les réseaux sociaux, comment on gère ça, de reconnaître le slut-shaming comme une composante, pas juste le risque de quelque chose d'autre. Ça, c'est ce que je dis dans le livre aussi. Par exemple, toutes les campagnes sur le sexting chez les jeunes, moi, je les avais analysées dans une recherche précédente. On dit toujours à peu près la même chose. On dit aux filles que... si elles envoient des sextos, elles vont finir par se faire humilier publiquement parce que leur photo va circuler. Puis d'ailleurs, il y avait eu une campagne du gouvernement du Québec. Et en France, la police nationale française avait eu à peu près la même campagne, le même slogan, genre « Tout le monde va le voir. Ton père, ses collègues de bureau, ta grand-mère, ton chat. » Je veux dire, c'était vraiment, là, il listait pour vraiment faire ressentir la honte de « T'imagines, ma photo circulerait. » Alors, mais en faisant ça, on reproduit l'idée que, premièrement, on ne s'adresse pas encore une fois aux personnes de dire « ne diffuse pas les photos que je l'ai jamais entendu. Cette campagne-là, cette campagne-là, je pense qu'elle serait importante. Oui. Mais on dit toujours « n'en produis pas ». Et c'est même pas « ne l'envoie pas », c'est « faisons juste pas ». Prends-toi même pas pour toi. Et après ça, c'est parce que tu vas te faire humilier. Donc, l'humiliation, le slut-shaming, est posé comme la conséquence normale. Oui. Comme le risque inévitable. C'est ça, hein? Tu sais à quoi tu t'exposes, tu fais ça. Ouais. Alors que ça va pas forcément de soi. Il faut s'enlever ça de la tête, que ça va de soi, et voir le slut-shaming pour ce que c'est. C'est-à-dire une forme de violence misogyne qui misogyne. Qui cible, on va mettre l'emphase sur ce mot-là. Qui cible la sexualité des femmes, mais pour restreindre, c'est ça, qui elles sont finalement, leur liberté, leur personnalité, la place qu'elles prennent, etc. Donc, je réponds pas vraiment là, concrètement à la question, mais... Tu peux pas non plus réinventer la société. Puis c'est les normes, c'est ça, à ça qu'il faut s'attaquer aussi, parce que les politiciens et les politiciennes sont pas en dehors de ça. Hein. Ils adhèrent aussi à un certain nombre de normes, plus ou moins consciemment, de rôles de genre. Puis là, en ce moment, en plus, ils sont en train de nous dire qu'il faudrait même plus parler de genre, là, pratiquement. Même ça, c'est attaqué. Donc, c'est sûr qu'on est loin, là. On n'a pas l'impression de s'éloigner de l'objectif. Oui.
d'une société véritablement égalitaire. Ça n'a pas l'air Mais d'être faut une pas lâcher. priorité nulle part, mais le monde ne se rend pas compte que c'est intrinsèquement lié à tellement de choses qui se passent en ce moment. Le mouvement féministe, le mouvement masculiniste, l'acceptation du travail du sexe. On dirait c'est tout relié au slut-shaming. C'est pour ça que c'est tellement pertinent. J'ai tellement mangé cet ouvrage-là. Là. Je sais pas pour toi, mais je me suis sentie vraiment retournée à l'université. Là. Je l'ai lu comme si aussi, je me suis dit, c'est une prof, elle va le savoir, j'ai pas fait mes devoirs. Tu sais, il y avait ce réflexe-là aussi. Mais c'était... j'en ai tellement appris, moi qui est censée être au centre de tout ce slut-shaming-là, j'en ai tellement appris sur le phénomène en lisant le livre, là. T'as eu du fun. Toto, tu l'as mangé vite en maudit, le livre, hein? Sérieusement, avec genre le 2 semaines fou que j'ai eu, je comprends pas que j'ai réussi à le battre aussi vite. Ouais, elle l'a lu sur le spinning. Ah ouais, je faisais du spinning, genre... Si vous saviez comment ça me fait plaisir, parce que c'est vraiment un livre... donc, ça a été publié à des presses universitaires, mais mon but, c'était vraiment d'écrire un livre que les gens pourraient lire en faisant du spinning ou peu importe, mais pourraient juste lire. Donc, pas que le manuel de référence dans un jargon très, très universitaire, même si, bon, c'est sûr que c'est... Il y a quand même de la théorie là-dedans. Là, mais j'ai vu une fois une fille dans l'autobus de la ville qui lisait. En ça doit être touchant, ça m'a fait vraiment plaisir parce que c'était vraiment l'objectif. Donc, si vous dites que vous l'avez lu, vous avez même pris plaisir à lire, moi, je suis vraiment. Puis, c'est tout le temps le fun aussi de partager un livre comme ça à mes amis. T'sais, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le domaine d'intervention, puis j'étais comme faut que tu lises ça, c'est tellement bon, puis ça me fait penser à des conversations qu'on avait eues quand j'étais en intervention avec eux aussi, puis sérieusement, tu sais, oui, c'est une brique, mais qui se lit vraiment bien. Les concepts, tu sais, les concepts sont simples, sont répétés souvent, mais avec plusieurs façons d'écrire aussi l'affaire après. Puis non, j'ai vraiment adoré lire ce livre-là. J'étais vraiment content de finir la conclusion ce matin. Faut pas avoir été à l'université pour lire ça, mais pas du tout. Là. C'est pas, c'est pas une étude que t'en finis plus puis que t'as besoin de ChatGPT pour comprendre les mots. Là. Ça se lit très bien. Là, puis c'est nécessaire. S'il y a bien un livre qu'il faut que vous rajoutiez à votre 2026, c'est ça. Ben, merci. Si on veut se le procurer, c'est où que c'est le plus... donc, soit sur le site des presses de l'Université du Québec, il y a moyen de le commander en ligne. Sinon, il était dans des librairies universitaires, mais dans des librairies indépendantes aussi. Il y en a sûrement quelques copies, sinon, juste les demander et puis ils vont pouvoir les commander. Exact. Ou encore plus simple, vous allez dans la description de l'épisode parce que clairement, je vais mettre un lien pour se procurer le livre. Tu me donneras le lien le plus commode pour se procurer le livre. Merci énormément, madame. Merci d'être venue. vous. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci. C'était très nécessaire, très bel épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci à toi, ma belle Lady Frencheuse. On se revoit la semaine prochaine, tout le monde. Restez joyeux. Hey, mes bébés! Saviez-vous qu'il y a 66 % de vous qui écoutent les podcasts assidûment qui sont pas abonnés à la chaîne? Qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu as aimé dans l'épisode et dis-moi aussi qui tu aimerais voir sur le podcast. Je prends vos suggestions très au sérieux et j'adore vous lire, je lis tous les commentaires. Votre engagement sur l'épisode est très important pour un podcast naissant comme le mien. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi de l'engagement. Merci, mes amours. Je vous aime.